Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à chaud, l'émission qui regarde les films en boucle, éternellement, chaque jour. 10 minutes plus tard. Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à chaud, l'émission qui regarde les films en boucle. 10 minutes plus tard. Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à chaud, l'émission qui regarde les en boucle. Je crois qu'il se passe un truc grave, je crois que Thomas est posté quand on est coincé. Aujourd'hui, on parle d'un film un peu dangereux, After 2. Oh putain, si t'étais bloqué dans cette journée-là où tu regardes tous les jours After 2, mon pauvre. Et tous les jours tu oublies que tu l'as regardé, mais nous on s'en rappelle. Tu vois. Ça serait vraiment terrible. Ou alors, on peut choisir de faire une boucle temporelle avec un film Sundance, un film Mubi et un film de Chabrol. C'est un peu plus sexy quand même déjà. Ah, déjà, c'est une meilleure boucle. Hein. Je crois qu'on est mieux barré. Vous avez lu le titre de l'épisode. Vous savez dans quelle boucle temporelle vous vous trouvez. Avec moi, les explorateurs du temps, bien sûr. Pour lui, chaque film est une cérémonie. Thierry. Chaque film, je sais pas, mais oui, chaque film est toujours un plaisir de découverte. Elle aimerait que le monde, et surtout les perceptions, entrent dans le 21e siècle. C'est Léonore, salut. Salut. Quand elle rit, on croit qu'elle est bloquée dans une boucle temporelle. C'était très facile, mais bon. J'étais là, oh putain, non, encore un truc sur le rire, non, ça passe. Mais si, c'est bien. J'approuve. Je valide. Ok. Il y a ça, oui. Hello. Et enfin, lui, il aimerait être bien bloqué dans Palm Springs, rien que pour pouvoir boire en boucle toute la journée. Des bières light. Des bières en canette, quoi. Salut. Oriente le micro vers toi, Marwan. Non, de l'autre côté. Vers le bas. Voilà. Franchement, t'as vécu la journée au moins 500 fois, tu pourrais quand même te servir d'un micro. Ah mais j'ai soif, c'est pour ça. T'en commandes toujours deux, toi aussi. Toujours deux. T'en commandes toujours deux. Aujourd'hui, trois films exceptionnels. Vous l'avez entendu, donc Palm Springs de Max Barbakov, donc film Sundance, est présent actuellement sur Amazon. Film de boucle temporelle. On va parler également du cycle Chabrol sur Netflix qui est sorti il y a peu avec La Cérémonie. Et enfin, film OVNI, parce qu'on aime bien les ovnis. Là, c'est un ovni canadien, cette fois-ci, le 20e siècle. On m'appelle l'OVNI. Rien à voir, voilà, avec notre ami Jules. Coucou à Marseille. Ça commence tout de suite. It's gonna be a beautiful wedding. I don't think that we met. I'm Sarah. Niles. Nice. Niles? Don't come in here. What It's gonna be a beautiful wedding. It's one of those infinite time loop situations you might have heard about. Palm Springs, film de Max Barbakov, c'est son premier long. Film qui s'est bien fait remarquer l'an dernier à Sundance, le festival Sundance, puisqu'il a remporté un record de vente à un distributeur. On en dira quelques mots, parce que l'anecdote est croustillante, n'est-ce pas, mon ami Marwan? Ah oui, croustillante. Oh oui, elle est croustillante. Ah oui, c'est gourmand croquant, les anecdotes. Arrête les fins. Gourmand, croquant. Ah, je le veux tous les jours celui-là. Avec Andy Samberg, que vous avez peut-être vu dans une petite série, Brooklyn Nine-Nine par exemple. Non, Brooklyn 9-9. Ah, Brooklyn 9-9, pardon. Tu fais partie de On est en ceux-là. France, hein. C'est la Tu version fais Pokémon. partie de ceux-là, Marwan. Brooklyn 9-9, s'il vous plaît. C'est la version Pokémon, c'est avec un 9-9, tu sais, qui résout Oui. des enquêtes. Mais tellement. Ce serait tellement bien. Avec Christine Milioti, et vous avez entendu, il y avait un peu de jazz dans la bande-annonce, du coup ça a tiré J.K. Simmons. Il pensait pas qu'il allait rester bloqué là. J.K. Simmons, vous vous en souvenez sûrement, dans Whiplash. Les trois acteurs jouent des personnages bloqués dans une boucle temporelle. Alors oui, à l'image un peu d'un certain Jour sans fin. Ici, on n'est pas bloqué à la fête de la marmotte en hiver, on est bloqué dans le désert pour un mariage en plein été. Je sais pas ce qui est le pire. Ah, il y a la piscine, il y a des bières à volonté, voilà. Bon. Par contre, effectivement, il y a un mariage. Oui, il y a la famille, quoi. Il y a la famille. Bon, après, il peut choisir de l'éviter, lui, elle, non. C'est un peu quand même un pire cauchemar, quoi. À débattre. On verra est-ce que c'est votre pire cauchemar, je ne sais pas. Et du coup, donc, Andy Samberg qui joue Niles, qui est bloqué depuis des années et des années, entraîne par mégarde Sarah, donc jouée par Christine Milioti, qui est demoiselle d'honneur,
Et sœur de la Mario au passage, oui, effectivement. Et qui est un peu le mouton noir, hein. Beaucoup de choses qui jouent. Et elle se retrouve bloquée, elle aussi, dans cette boucle temporelle. Et elle va lui en vouloir beaucoup. On peut le comprendre. Mais bon, c'est une comédie. Il va se passer beaucoup de choses. On joue avec les codes du voyage temporel. Enfin, de la boucle temporelle, parce qu'on voyage pas tellement, on fait du surplace. Chers amis, est-ce que vous aviez envie de sortir de cette boucle, hein, ou rester un peu plus longtemps? Marwan, je crois que tu as bien aimé. Ah oui, je l'ai adoré. Alors, j'ai eu l'impression d'être un petit peu sorti de cette boucle temporelle que l'on vit en ce moment avec le Covid. Et dans le sens où il n'y a pas forcément eu des sorties intéressantes. Et là, vraiment, c'était une sorte d'air frais, mais total. C'était encore une fois un concept qui pouvait très facilement ennuyer, qui est assez véhiculé dans le temps, que ce soit dans les jeux vidéo, dans des épisodes de séries. C'est un truc avec lequel on peut s'amuser. Mais là, je trouve que le réalisateur s'amuse avec. Il savait très bien, il en a parlé directement, il savait très bien qu'il s'inspirait particulièrement d'Un jour sans fin. Et là, on voit à quel point c'est un bonheur de suivre ces acteurs qui sont totalement fascinants. Enfin, je trouve qu'Andy Samberg joue moins ce personnage un peu con qu'on retrouve dans Brooklyn Nine-Nine. Il est beaucoup plus. J'aime beaucoup ce côté très désabusé qu'on ne voit jamais de chez lui. Et puis vraiment, c'est assez plaisant. Et on n'en parle pas pour Christina. Comment déjà? Milioti. Christina Milioti que j'ai beaucoup aimé pour la dernière saison de How I Met Your Mother, et ou dans certains films, mais comme Loup Wall Street, mais c'était des rôles vraiment assez minimes. Et là, je suis heureux de la voir s'épanouir dedans, et c'est un vrai bonheur. Christina Milioti, qu'on a vu aussi récemment toujours sur Netflix. Alors non, pas toujours sur Netflix du coup, parce que là c'est du Prime, mais qui était dans Mort à 2020. Oui. Par contre, il n'y a pas de A, c'est Christine Milioti. Non, c'est son côté italien. Je sais pas. Non, mais oui. C'est passionnant. Et ce que j'aimais beaucoup aussi, c'était l'ajout d'un Nemesis joué par J.K. Simmons au début. C'était très drôle. Et pour la petite histoire, c'est que là, pour le coup, c'est marrant parce que Thomas vous a pitché le film. Mais quand on m'a donné le film, j'ai pas voulu me renseigner, enfin j'ai pas, par réflexe, j'ai pas cherché à savoir ce que c'était, j'ai pas tapé le nom, et je ne savais pas que c'était un film sur une boucle temporelle. Ce qui fait qu'au début, quand on voit le personnage d'Andy Samberg, bah, c'est très drôle parce qu'il a des mouvements, des choses qui sont pas logiques, qui sont très, je trouve, cinématographiques quand par exemple il va rencontrer, quand il veut la séduire, il la rencontre. Et il joue avec les personnes autour de lui parce qu'il sait leurs actions, il a l'habitude. Mais quand on ne sait pas que c'est une boucle temporelle, moi au début je fais mais comment il fait, et puis c'est beau, mais comment il fait. Et même son côté désabusé dès le début est très bien écrit, ce qui fait que vraiment dès le départ tout tient. Et puis j'ai pris un vrai plaisir à suivre ses aventures. Oui, c'est vrai. En plus, il est à un mariage, mais en chemise à fleurs, alors que tout le monde est habillé sur son 31, en costume et tout. Et effectivement, on se dit, mais le mec, c'est le mari d'une des demoiselles d'honneur. C'est le copain. Il est pas marié, c'est le copain d'une des demoiselles d'honneur. Et on se dit, quand même, il pourrait faire un effort. Et en fait, oui, on découvre très vite qu'en fait, il n'a plus rien à branler. Il sait que ça passe. Alors, voilà. Et justement, ça intrigue de le voir comme ça. On se dit, il se permet de débarquer comme ça, il y a personne, tout le monde s'en fout, lui le premier d'ailleurs. Alors moi, les premières minutes du film, j'étais là, ça va être encore une comédie romantique où ça va bien rigoler, et puis ça va être triste à un moment, puis dénouement heureux à la fin, et blablabla. Et puis finalement, on arrive au moment où on explique donc la boucle temporelle. Et là, je repasse par un autre sentiment qui est « je veux comprendre comment ça marche ». D'accord, hein, le professeur Yassa, voilà. Vas-y, Thomas. Professeur Yassa. C'est gagné. Alors, comment ça marche, les boucles temporelles? Il y a ça. Alors, il y a un trou de verre, et en fait, vous comprenez. Et en fait, les personnages étaient... je me suis retrouvée à être un petit peu comme Niles, c'est-à-dire que moi je m'en fous finalement parce que l'histoire me porte bien. Je me suis laissée porter par leurs péripéties qui ont des moments qui ont des moments d'action, qui ont des moments assez doux, assez tendres, assez touchants également. Et puis finalement, on se retrouve avec une petite scène d'apprentissage. Que j'aurais bien voulu expérimenter, je sais pas si je peux spoiler ou pas, mais voilà. Du coup,
j'ai commencé avec un peu de réserve et puis finalement, au bout de quelques minutes, j'étais là, allez, ouais, c'est bon. Et j'étais vraiment de bonne humeur, sachant que je l'ai regardé quand même très tard dans la nuit. J'étais assez reboostée. Voilà. Mais ça, t'as refusé de savoir comment ça se passait parce que tu t'es rendu compte que pour avoir la question, fallait faire exploser des chèvres aussi. Oh, tu vois, c'est le genre de film qui ne me pousse pas à une réflexion morale et éthique. Tu vois. Mais a priori, elle a survécu, la chèvre. A priori, elle a survécu. Oh ben oui. Quand même. Alors, sur le moment, c'était quand même un petit peu. Ça dépend à quel moment on considère que le plan de début a été tourné. Oui, voilà. Je veux dire, combien de fois la chèvre a-t-elle été explosée avant que ça fonctionne? Ouais. On spoile bien la fin, c'est bien. Oh bah non, je sais pas. Non, on spoil rien du tout, là. Mais après, tu vois, c'est marrant parce que moi, j'ai pas. Enfin, le film est très drôle et il joue sur ce carcan comique, mais c'est un humour que j'ai trouvé très cynique en fait, et au final qui montre bien le désespoir dans lequel le personnage est en fait. Parce que Niles, il y a quand même le côté quand on lui pose des questions sur sa vie, sur ça fait combien de temps que t'es là, le mec s'en souvient même pas. Il joue aussi d'un peu de certains non-dits quand elle lui pose des questions sur leur rapport à eux deux, est-ce qu'ils s'étaient déjà vus ou pas. Il joue un petit peu là-dessus parce qu'il a pas forcément envie de dévoiler beaucoup de choses. Mais il y a quand même des moments où on sent qu'il est aussi perdu là-dedans, que même lui il sait pas depuis combien de temps il est là, qu'il s'est totalement fait à cette idée d'être là-dedans en boucle, et que cette manière de s'en foutre, c'est aussi un abandon en fait. Et du coup, il y a une sorte de mélancolie qui se dégage, je trouve, de ce personnage, et qui va être amené par justement le personnage de cette chère chèvre. de cette chère Christine Milioti. Voilà, mais voilà, enfin justement, c'est elle justement en pointant le doigt sur ce qui la dérange dans sa manière de vivre, va lui faire comprendre que oui, en effet, c'est quand même bien triste, quoi, comme façon de terminer son existence de manière assez infinie. Mais tu vois, par exemple, il y a des personnages qui suscitent, qui sont désabusés et blasés par la vie et qui suscitent la tristesse quand on les voit. Et Niles, en fait, moi, j'étais juste touchée et je commençais à devenir un petit peu mélancolique. Un petit peu, enfin, il dégageait de la mélancolie, une certaine nostalgie, mais pas de pitié, quoi. Enfin, donc, je pense que c'est aussi en partie beaucoup grâce à lui que j'ai apprécié le film, et je crois que je suis un petit peu tombée amoureuse. Oh. Attention, ça t'es à 2 cm du micro, donc ça fait un effet de proximité, tu vois, je vais être proche de Niles. Tu voulais être très proche des personnes. Ouais, voilà. Non, mais ça peut Okay. Voilà, ça peut accrocher un peu à l'oreille. Attention. En même temps, tu chuchotes à l'oreille du spectateur, de l'auditeur, Oui, parce que je suis amoureuse. Oh. Je me tourne de l'autre côté de la table. Oui, j'ai trouvé le film très sympathique. Éléonore, oui. Oui, Ben c'est oui. moi, tout à fait. Ah bon? T'es Je pas suis connu? là. Ouais, mais les auditeurs n'ont pas l'image, alors je rappelle un peu. Et oui, évidemment, bien sûr que c'est Éléonore, évidemment. Laisse ma voix quand même. La digression. Ah ben Oui. tu sais, avec Thierry, on vous confond des fois. Hein. Oui, c'est vrai. Le matin, quand il n'y a pas le café. J'ai bu qu'un seul café, 2 cafés ce matin. Pardon. J'ai trouvé le film vraiment très sympathique. Il réinvente pas le principe de boucle temporelle mélangée à une rom-com. Ça réinvente pas grand-chose, mais j'ai trouvé que par contre sur l'esthétique générale et le propos général, il parlait vraiment très bien à cette génération actuelle. Il parlait très bien de notre temps actuel, et ça c'était assez sympathique dans le sens où pratiquement tous les choix de décor et tous les choix de situation font réellement penser à cette espèce de superficialité des réseaux sociaux qu'on nous balance H24, que ce soit les décors du mariage, le fait du mariage, la petite copine de Nils, enfin, petite copine entre guillemets, qui est d'une stupidité incroyable et d'une superficialité. Superficialité. Elle a un super visage. Superficialité profonde, dirons-nous. Donc ça donnait vraiment cette impression. Et du coup, le fait de se retrouver comme ça, sans fin, mais de manière encore plus infinitésimale que dans Un jour sans fin d'il y a quelques années, ça donnait cette impression de scroll infini qu'on a sur les réseaux sociaux et de se perdre totalement dans un état infantile, ce qui est exactement du coup le propos du film. Après, ils n'ont pas non plus creusé, on n'est pas dans une réflexion folle, mais je trouvais ça plutôt malin et très parlant. De plus que le fait de choisir une caverne comme point de départ, sans trop en révéler, évidemment, la caverne de Platon, on aura compris, et quelque part c'était malin, même si du coup ils n'ont pas essayé de faire un traité de philosophie très poussé.
ça avait du sens et c'est bien. C'est cool. Outre cela, le rythme est vraiment très bon. J'ai trouvé que l'humour passait très bien. Ils essayaient des choses du coup un peu plus cyniques, limite humour noir parfois, même si c'était très léger, et ça m'a du coup assez plu. Et j'ai trouvé les acteurs super. Moi, j'étais hyper contente de revoir Christine Milioti. Outre I Met Your Mother, elle avait commencé une sitcom où elle joue un peu le même type de rôle que dans ce film qui a été arrêté au bout d'une saison, et je trouvais ça très dommage, qui s'appelle From A to Z. Si vous avez envie de regarder du coup cette première saison qui est très sympa, où elle joue une femme active, très cynique, et qui est très, très du coup, qui correspond bien à sa persona et à sa façon de jouer. Donc c'était un vrai plaisir à regarder en ce moment, quoi. Thierry, t'avais donné ton avis ou pas? Alors, Oui, mais de toute façon, je disais qu'il y avait une mélancolie qui se détachait, justement, je trouve, du personnage de Niles, mais en soi, j'aime bien la façon dont c'est fait, et j'ose imaginer la manière dont ça s'est passé au début, le profil, on se rend compte qu'on est dans un truc où on peut faire absolument ce qu'on veut, et je pense qu'on arrive à un stade où il est là depuis tellement longtemps que forcément, il en a marre de faire ça aussi, donc il chill tranquillement dans son coin. Et il se trouve une partenaire de jeu. Donc forcément, il repart dans son délire du je vais te montrer tout ce qu'on peut faire, il s'éclate à deux. Et puis la lassitude commence à s'installer et ils se disent ouais mais là, cette situation peut pas non plus durer une éternelle parce que là je m'apprête à te voir tous les jours, mais aussi dans la même journée. Ce qui est pas forcément le plus agréable. Moi ce que j'aime bien c'est le fait qu'au final il y a plein de petits indices qui laissent à montrer que ça reste un lore assez construit, parce qu'il y a aussi d'autres personnes qui sont coincées dans la boucle en fait. Ouais. Et c'est plus ou moins détaillé à certains moments. Il y a une personne qui m'a beaucoup touché, je sais pas si une personne qui est au mariage en l'occurrence, qui du coup s'est retrouvée bloquée dans le même jour qu'eux, au même moment et tout, et alors elle, tu sais pas depuis combien de temps, c'est encore pire parce que du coup elle est tellement habituée qu'elle fait que le relever comme ça de temps en temps, et il y a le moment où on te donne l'indice, tu fais ah oui, d'accord. En effet, oui, ça peut arriver à n'importe qui. Et on parlait du personnage de J.K. Simmons, et c'est celui qui a une évolution qui est très concrète et très intéressante. Donc, ce qu'on disait, là, le personnage est très établi en disant c'est quelqu'un qui a voulu déconner avec Niles. Niles lui a dit bah tiens, t'es mon pote, tiens, je vais te montrer la caverne, parce qu'il était encore, je pense, dans cette naïveté du c'est quand même génial ce qui m'arrive. Il lui montre et le gars est bloqué et sa vie c'est un enfer, quoi. Il en souffre à mort, donc du coup il fait ok, tu veux me pourrir. C'était pas trop, c'était pas ça le point de départ. C'est J.K. Simmons qui est totalement pété, ce qui prennent de la drogue et qui leur dit oh qu'est-ce que je kifferais refaire cette soirée. C'est le meilleur soir de ma vie. J'aimerais la vivre tout le temps. Ouais, oui, voilà. Mais oui, en tout cas c'est lui qui lui montre en se disant bon s'il kiffe, on va lui montrer quoi, tu vois. Méfiez-vous de vos souhaits. Ne prenez pas de drogue. C'est ça. Et non, parce que vivre ça tous les jours, c'est pas terrible. Mais voilà, le personnage a une évolution sympa, quoi. On nous le présente comme quelqu'un qui va survenir constamment pour le pourrir, pour le faire chier. C'est le cas, hein. Il y a les passages avec les flashbacks, on nous montre tout ce qu'il lui a fait, c'est fantastique, on se marre bien. Ça, je trouve que c'était limite pas assez exploité, mais d'un autre côté, je me dis, il a essayé d'éviter le trop-plein, donc c'est peut-être assez malin. Bah, vous pouvez vous passer Whiplash en boucle, hein, pour avoir une idée de ce qui lui arrive. Il lui balance des cymbales à la gueule. Toutes les 3 secondes, chaque fois qu'il y a une... C'est ça, c'est le passage dont tu parlais, Marwan, c'est quand il arrive et qu'il sait exactement ce qu'on vont faire les gens, et du coup il arrive à rattraper les verres, à les toucher, tout ça, et chaque fois qu'il se plante, t'as J.K. Simmons qui arrive, not my tempo. Mais ouais, et du coup voilà, ce personnage du coup est totalement détourné en fait, et c'est intéressant quand on le revoit et qu'on nous explique aussi son cheminement à lui, et c'est pas un personnage qui est abandonné dans un coin. Je trouve ça super sympa et très malin de l'avoir utilisé comme tel. J'essaie de pas trop non plus en dire, mais voilà, mais c'est un film qui est réjouissant dans ce qu'il utilise. Je trouve pas qu'il soit excessivement original. C'est un film qui utilise quand même des ressorts très précis et qui va utiliser la rom-com de manière assez basique, mais en mettant des choses très riches autour, en fait, des réflexions, comme disait Léo, qui sont juste disséminées par-ci par-là et qui prouvent que le film n'est pas juste un prétexte à blague, même si à des moments il se lâche aussi là-dessus et ça fait du bien. Et ouais, c'est réjouissant, ça fait du bien de voir ça. Voilà, dans un film qui utilise un concept qui est aussi éculé pour en faire quelque chose justement d'assez original, quoi. C'est vrai que au lieu de le réinventer, il le modernise beaucoup. C'est que je trouve que on voit pas mal le concept du jeu vidéo transparaître dans ce qui se passe, dans cette évolution permanente, dans cette progression, et c'est assez satisfaisant. Après, pour le coup, mes collègues ne sont pas d'accord avec moi, mais le moment qui m'a un peu dérangé, c'est plus la résolution qui était on n'en parlera pas, mais en tant que tel, mais je trouve que j'ai trouvé un peu trop facile dans sa manière d'apparaître. C'est comme après c'est intéressant en soi, même si je la trouve trop facile, je la trouve fascinante dans le sens où elle apporte quand même une balance dans cette idée de vouloir rester ou non, et du pourquoi et du comment. C'est qu'on se rend compte que Nice en fait a du mal à vouloir quitter ce lieu malgré tout ce confort, et c'est intéressant parce que en l'air de rien t'as aussi d'un coup, je trouve, une portée métaphorique qui existe dans cette idée de savoir évoluer, grandir, ou grandir dans le sens changer, se remettre en question, ou à l'inverse rester dans cet état
dans lequel nous sommes et c'est un sujet qui nous parle beaucoup et dans le sens où malgré tout c'est une génération quand même qui vit ça, c'est celle des 25-35 ans, c'est ce questionnement de notre âge et qui a rien à voir avec des générations précédentes. Et pour le coup, je trouve que le film fonctionne particulièrement parce qu'il modernise et en plus, il arrive à parler à son public. En tout cas, n'oubliez pas qu'à toute injustice, une vraie boucle temporelle existe dans ce film, puisque, je tiens à le préciser pour ceux qui n'auraient pas cherché, cet enfoiré d'Andy Samberg a 42 ans. Oui. Donc je sais pas depuis combien de temps il est bloqué dans une boucle. Mais je veux dire, si vous pensez réellement que ce mec a 42 ans, vous me le dites. Hein, parce que... c'est la chemise à fleurs, ça rajeunit. Ah grave. C'est la magie d'Hollywood. Et je vais la bourrer alors. Ils auraient fait la même avec Michael Serrat et quel âge il a ce gamin. Mais il a peut-être 17 ans depuis toujours. Quoi. Mais peut-être qu'il s'est payé une remise en forme avec l'argent du loup. Peut-être. Ouais, parce qu'on disait c'est le film qui s'est vendu le plus cher en distributeur pendant le festival de Sundance, avec un truc comme 17 500 000 $ et 69 centimes. C'est beaucoup. C'est hein. précis. C'est précis parce qu'il bat le précédent record de 69 centimes, enfin cents en l'occurrence. Juste pour la forme, c'est génial. Pour la forme. Alors, ce record n'a plus cours puisque cette année, il s'est fait déboîter par le vainqueur de Sundance de cette année, puisque Apple a sorti le chéquier. Et d'ailleurs, est-ce que vous savez qui a gagné Sundance cette année? Pas du tout. Et qui a remporté du coup la mise avec qui a battu ce record de le film le plus cher. Alors, c'est un remake de film français. Oh non. Je crois, on en a entendu parler. C'est pas intouchable quand même. Non, Non. il est sorti. Non, mais le remake d'Intouchable. Sorti sur Prime. Non, c'est Coda, c'est le remake de La Famille Bélier. Oh non, Ah oui. mais bordel, pourquoi? Bon, ça a marché, mais est-ce que François Damien est quand même dedans? Non, mais il y a un gros. Mais par contre, il y a des vrais sourds et malentendants dedans. Et du coup, il y a qui dedans? Ah, je sais pas. Non, je veux dire, par qui est-ce qu'ils ont remplacé ce casting merveilleux? Par des sourds et des malentendants. Oui, si c'est des vrais, à mon avis, Qui c'est on qui connaîtra chante pas leur nom. Qui c'est qui joue Louane? Ah ben on sait pas. Qui c'est qui charme? Ah, Louane, elle était pas sourire malentendante. Pour chanter comme ça. Non, c'était Oh une non, c'est blague. pas gentil. C'est une blague. C'est pas gentil. C'est pas gentil. Alors par contre, je pars. bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à chaud, l'émission qui regarde les films en boucle. Alors on a dit des bêtises, donc on va reprendre. On va refaire en entier. Bon, par contre, vous vous foutez toujours de mon avis, ça c'est bien. Bah Je non. me Mais sens... putain, c'est... Mais Mais... de oh. ton avis. Alors, Non, ben oui, non, parce que moi t'as je. pas aimé parce que t'as pas de goût, c'est ça? Oh, Je rigole. Mais Je rigole. Marwan, Et je rigole. tu l'as bien mérité là ton... Oh là là. Non, c'est pas celui-là que je veux. Ah, bah de toute façon, Par le contre- cartoucheur a planté, voilà, ça aussi, lui aussi, il est dans sa boucle Est-ce que, temporelle. est-ce que je peux profiter du crash Voilà. pour aller Non. vraiment faire pipi? Pareil. Mais... Je me ressens depuis tout à Du l'heure. coup, elle se branle vraiment de mon avis, quoi. Ah, faut l'écouter. Alors. Ah non, mais c'est Pensez. vraiment mes 2 minutes. Bah, tu sais quoi, elles vont pas l'écouter, tu vas le donner sans elle, et puis voilà. Non, mais c'est ça. Vas-y. Non, mais ok, non, mais finalement. Non, on écoute Thomas et après on va pissou. Non, mais c'est bon, elle pissait. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous écouterez, je mettrai mon avis en chapitrage, rien que pour ça. L'avis de Thomas, tan, tadadam, avec des trompettes et tout. Bah là, tu pourras faire le montage que tu veux, hein. Pour le coup. Oui, de toute façon, on va couper déjà un quart d'heure de blabla. Oui. Alors en fait, est-ce qu'il l'a prévenu ou pas? Alors, dis-nous alors. Alors je vais faire. Et là, il fait, bah moi, je trouve que c'est de la merde. je vais faire comme le film, je vais faire une fin alternative. Une critique où je dis que je l'aime et une critique où je dis que je l'aime pas. Comme ça, vous verrez ce que vous aurez. Non, en fait, Je pas quelle est la vraie. j'aurais complètement la crève, j'aurais complètement la flemme et aussi Et la crève. aussi. Hein. Et la crève aussi au passage. Mais... Mais non, bien sûr que j'ai bien aimé. Évidemment, les boucles temporelles, c'est marrant, c'est fun quand c'est bien exploité. Et ici, on a quelqu'un qui maîtrise les codes du genre de la boucle temporelle, fait du style. Eh ben, c'est agréable, voilà. Et ça l'exploite bien. Moi, ça m'a fait penser à un film qu'on avait vu, Thierry, il y a pas si longtemps. Donc j'ai oublié le titre, mais Le film. celui avec le gars qui revient dans le passé au moment où il veut en s'enfermant dans le placard, tu sais. Ah, il était temps. Voilà, ça m'a fait penser à Il était temps. Avec l'oncle Desmond. Oui, alors l'oncle Desmond, Ah, je sais pourquoi j'ai dit ça. l'oncle Desmond, lui, il doit être vraiment dans une boucle temporelle. Non, mais l'oncle Desmond, tu vas le voir dans un film de la semaine prochaine, tu verras, c'est rigolo.
Et je pensais au père qui lui profitait de son pouvoir de revenir dans le temps pour relire toute la littérature, tous les classiques et tout ça, parce qu'il peut. Donc c'était cool. Et là, il y a un petit truc comme ça. Voilà, il y a quelqu'un qui profite de la boucle temporelle pour faire autre chose que picoler toute la journée. Voilà. Et moi, j'ai bien aimé cette allégorie de la vie, justement, cette allégorie de la routine, tous ces jours qui se ressemblent, et la vie de couple aussi qui va avec. Ça se ressemble. Et qu'est-ce qu'on fait avec ça ? Est-ce que parce que c'est bien de revivre le premier jour, mais en fait, le premier jour, ça ne dure pas, même si on revit le premier jour. Et ben oui, j'ai bien aimé, bien sûr. Moi, je suis fleur bleue, vous le savez. Oh. Et oui. Et même s'il y avait Andy Samberg, parce que Brooklyn Nine-Nine, c'est un truc que j'arrive pas. Je comprends pas cette série. T'arrives pas à Je ne accrocher. comprends pas l'humour de cette série. Il paraît qu'elle est drôle. Il m'a fallu un petit peu de temps, mais j'aime beaucoup. Ouais. Donc je ne sais pas, mais écoutez, oui, j'ai beaucoup d'affection pour ce film, ce petit film. Je sais pas si je le garderai je sais pas s'il me marquera toute l'année. Ça, c'est une question. Mais on est qu'en février, hein, donc Moi, par contre, Oui. j'ai été très surprise d'être touchée par Andy Samberg parce qu'en fait, il y a une scène où il se masturbe. Et en fait, je garde le souvenir d'Andy Samberg dans un autre film. Qui se masturbe aussi. Ouais, mais c'est pire. Par contre, c'est pire parce que ça s'appelle comment ? C'est What's Your Days in Number ? Hell. Non, c'est What's Your Number avec Chris Evans et Anna Faris. C'est glorieux déjà. Ouais, non, c'est très... et en fait, il joue un marionnettiste pour enfants. Et c'est l'un des ex d'Anna Faris et elle le retrouve. Et en fait, comme ça lui fait toujours quelque chose de la revoir, il fait sa petite affaire, mais alors qu'il est en train de faire un spectacle pour enfants. Et c'est très très perturbant. Du coup, quand j'ai vu cette scène dans ce film, ça m'a fait bizarre. Au début, voilà. Oh, Le temporel, encore une fois. Je sais pas si on voulait savoir, mais. merci Yassa. À moins qu'on soit bloqué dans une boucle temporelle, peut-être que si vous avez mis la lecture continue du chapitre, peut-être que vous aurez cet À chaque fois épisode que à tu vous. dis bloqué, je pense à Orelsan et Grin. Ouais. En effet, on va remonter le temps aussi, on va se bloquer dans une autre boucle temporelle aussi. L'éternel recommencement de la satire sociale sur les bourgeois. Bon, il mérite en même temps. Bon, allez, on va reprendre, ça y est, on a bien bouffé. On est bien, voilà. En plus, c'est bien, on a bien refait le schéma du film avec les nantis qui mangent des sushis sur le canapé pendant que je mange un kebab par terre à côté. C'est Kutrapali de Big Bang Theory. Non, mais c'est ça, on a reconstitué le film, c'est pas mal. Bon, Bah, tu parles d'Out Met Your Mother tout le temps, ça va. Oh, toi, tu te calmes. CQFD. Toi, tu te calmes. Toi, tu te calmes. On va rendre ces nerfs-là. C'est QFD. Il y a des trucs auxquels faut pas toucher. Allez, on se relance, on arrête de souffler dans les micros et on y va. Il fait froid ici. Sophie, vous pouvez débarrasser. Tu vas pas tuer ton père? C'est insensé. Il s'est tiré. Vous vous en êtes déjà sorti une fois grâce à l'absence de preuves. Sophie, c'est joli. Ça veut dire sagesse en grec, vous le saviez? Non. Il doit se passer drôle de choses ici. Oh oui, il s'en passe des drôles de choses ici. Non, je croyais qu'il y avait une réponse, tu n'auras pas de réponse, tant pis. Bah, Sophie oui, Non, mais c'est pas grave, je continue. Mais c'est vrai que le Sang tout sauf, ça faisait très les malheurs de Sophie, en fait. C'est ça. Ah, et ben il y en a des malheurs. Hein. C'est un drame. On va parler drame, mais drame chabrolien. Vraiment, c'est pas une comédie. Ça ferait bien. Hein. La différence entre drame et comédie, des fois, est ténue. On en parlera plus tard, mais pas sur ce film. Cycle Chabrol, actuellement sur Netflix. Le partenariat entre Netflix et MK2 continue. Épisode 4. On retrouve 8 films de Chabrol, de Claude Chabrol, bien sûr. Laurent Cabrol. Laurent Cabrol. Oh my god. La météo, le beau temps, la pluie.
évidemment. 8 films de Claude Chabrol sur Netflix. Betty, La Fleur du Mal, Madame Bovary, La Cérémonie, L'Enfer, Merci pour le chocolat, Rien ne va plus, Une affaire de femme. Et bon, on a pris au pif. Voilà, on va vous le dire, hein, on a fait plouf plouf et c'est tombé sur La Cérémonie. C'est pas du vrai plouf plouf, c'est quand même un de ses plus réputés. C'est pas faux. C'est pas faux. C'est sûr qu'on avait tous envie de voir quand même. Moi j'en veux tous les voir. Ouais, celui-là, moi J'en ça ai- fait longtemps qu'il titillait. Oh, il y en Merci avait pour un le avec chocolat. Michel Serrault. Bon, ça va. Ah, c'est lequel Ah, Il y a Michel Serrault ben ouais, mais Michel ça fallait. Serrault chez Chabrol, ça doit être bien. Bon, allez, on arrête l'émission, on va aller voir le film. On va Bon, regarder ben, au revoir. VLG. Merci. Bonjour et bienvenue dans Certains Lamas Show. Aujourd'hui, 3 films exceptionnels. Pardon, excusez-moi. T'es encore dans la boucle, Thomas? Excusez-moi. Sors. La Cérémonie. Donc, film de 1995, 1h52, avec Sandrine Bonner, Oui. Isabelle Huppert, Oui. Jacqueline Bisset, Oui. Carrément. Ça, j'ai glissé trop bien. J'étais trop content. Jean-Pierre Cassel, Oui, carrément. Oui. et Virginie Ledoyen. Trop. Oh oui. Ah, non, mais c'est les 5 à la suite. Oui, parce bordel que de gros casting, quoi. très très beau Cassel. Alors Virginie Ledoyen avait 18-19 ans à Elle avait l'époque. 19 ans, ouais. Voilà. Ah, mais non, mais déjà, elle était très bien. Alors, j'ai 2 synopsis différents, suivant si on veut spoiler ou pas, mais comme la bande-annonce s'auto-spoil encore plus que les synopsis, bon, on va prendre celui qui a avancé. Sophie, qui est une bonne analphabète et secrète, mais dévouée et engagée au service d'une famille bourgeoise de Saint-Malo, son amitié avec la postière curieuse et envieuse va déclencher une série de drames. Tintin. Il faut pas être ami avec n'importe qui. Hein. Choisissez vos amis, attention, ça peut déraper, On assiste à un pourtrait, c'est Un portrait. c'est Alors, ça, on assiste trait pour trait à... c'est ça. Non, oui, alors on a un cinéma, définition de Chabrol, un portrait de cette petite bourgeoisie de province et les rapports avec le petit personnel aussi, les histoires de famille, les histoires sociales, le portrait social. On reconnaît également la patte. C'est vrai que quand il y avait un petit film qui a marché il y a pas longtemps, là, un petit film coréen, Parasite, je crois. Bon, bref, qui a Petit. parasité le genre, hein, parce que quand Bong Joon-ho disait s'inspirer de Chabrol, eh bien effectivement là, si on met les 2 films à côté, ça serait difficile de nier quand même. Ah, il a pointé celui-là en plus précisément du doigt. Voilà. Moi, c'est pas pour rien que j'avais envie de le voir. Donc là, effectivement, on sent énormément cette patte. Eh bien, je me retourne vers les nantis, les mangeurs de sushi, les bourgeois de la critique. Avez-vous apprécié ce film, justement? Bah absolument pas, évidemment, parce que vous vous rendez compte, pensez que le petit personnel peut avoir accès comme ça à tant de choses. Enfin, tout de même, voyons. Déjà, il leur donne une chambre qui est relativement confortable, excusez-moi. Moi, mon valet, je peux vous assurer que c'est le placard. Hein. Putain, il lui Tu m'as dit les nantis, moi j'y vais. Elle a une chambre avec la télé, quand même. Ça, c'est Thierry sur Terre 2. C'est la télé dont ils ne veulent pas. C'est quand même le truc. Bah, ils ont une Ils en ont nouvelle, une plus grande. ils ont une nouvelle télé plutôt que jeter la Non, télé. c'est des bourgeois généreux, ils donnent à la bonne. Tu vois, c'est... Il se débarrasse. Bah, ils pourraient la Ils se jeter, la débarrassent, télé. oui. Ça consomme de l'électricité. Ils auraient pu jeter la télé. Ils peuvent donner au secours catholique. Visiblement, ils sont pas trop d'accord, ils préfèrent quand on fait des cocktails pendant le secours catholique. Donc, vous avez détesté. Ok, Marwan, du coup, un avis Mais- constructif, s'il te plaît. Mais On appelle les bonnes personnes. En gros, j'ai découvert Chabrol, c'était à la Filmothèque, il y a assez longtemps, pour voir Les Bonnes Femmes, qui était un de ses premiers films que j'ai plutôt apprécié. Et c'est assez agréable de voir ce film qui, lui, je trouve, est davantage porté sur la lutte des classes, sur un sujet qui peut être difficile, je trouve, à transposer au cinéma. Et ici, il le fait terriblement bien. Il est pas dans l'imposture, il est pas dans cette volonté, au contraire, de faire des grosses, d'aller avec des gros sabots en disant tiens, voici les méchants bourgeois et puis voici les gentils prolétaires. Là, c'est différent. Je trouve que il arrive à amener toujours une demi-mesure, à les montrer chacun coincé dans leur propre monde, et c'est en ça que je trouve le film intéressant, c'est qu'il nous montre à chaque fois une situation cruelle, et il arrive à faire ça avec des acteurs fabuleux, et puis il a une mise en scène vraiment portée qui soulève un peu à chaque fois toutes ces inégalités, mais avec une subtilité et puis une intelligence assez rare, et je suis content vraiment de voir tous ces acteurs aussi et actrices aussi folichons que enfin, aussi dingues
comment dire ça, que bien écrit. Tu parles des acteurs, des actrices, effectivement, tout le monde est formidable. Notamment, il y a eu des récompenses pour ce film. Alors bon, les Césars, quasiment tout le monde était nommé au César, que ça soit en premier ou en second rôle. C'est Isabelle Huppert qui a remporté le César en 96 de la meilleure actrice, devant Sandrine Bonner qui était également nommée pour la meilleure actrice. Donc d'habitude, quand on en nomme deux sur le même film, ça marche pas. Là, c'est Isabelle Huppert qui a gagné. Venise aussi, là, elles ont eu un double prix d'interprétation, toutes les deux aussi. On peut saluer le jeu d'acteur, même si moi, perso, je l'ai pas trouvé. Je me suis dit, devait pas y avoir grand monde en face, mais bon, ça, c'est mon avis de méchant. Éléonore. Ah mais si, je trouve que pour Isabelle Huppert, c'est totalement mérité. On la classe tellement facilement dans ses rôles on l'imagine tellement facilement dans ses rôles de bourgeoise huppée coincée, que c'est un réel plaisir de la voir en postière dévergondée et complètement, comment dire... Elle sans gêne. Sans gêne et un petit peu loufoque. C'est un vrai plaisir et elle le fait très très bien. Il y a un petit côté Fifi Brin d'Acier, avec les couettes, Oui. le fait qu'elle passe par la fenêtre pour s'introduire dans la maison, enfin pour venir dans la maison plutôt que passer par la porte, d'être sans gêne, fouiller dans les trucs, et rien à voir à foutre de ce qui est la bienséance ou pas. Totalement, et c'est un plaisir de la voir là-dedans. Elle est géniale. Sandrine Bonner est du coup beaucoup plus mesurée. Je pense que c'est pour ça qu'elle a peut-être pas forcément eu le prix, ou peut-être qu'il y avait juste des questions politiques derrière, j'en sais rien. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est elle qui a le rôle à Oscar, entre guillemets, le rôle de l'analphabète. Ah oui. Oui. Ouais, mais c'était les Césars. Et voilà. Pour les Césars, tu dois être au moins lettré. Sinon c'est... Oui, il y a peut-être juste une raison politique derrière en plus. Donc. Non, j'adore ce film. De toute façon, j'ai déjà vu 4 ou 5 films de Chabrol et j'étais déjà conquise de base. C'est un de ses plus connus que j'avais pas encore regardé, donc c'était franchement l'occasion. Et comme d'habitude, il tape avec grandiosité, avec plaisir sur les petits bourgeois, et il le fait bien. Avec, comme disait Marwan, une cruauté dans absolument chacune des situations et un espèce d'humour noir délicieux. Par exemple, il y a une scène que je trouve géniale, il y a toute la petite famille en train de discuter du terme de bonne pour parler de la bonne. Oui, mais en plus c'est ça le problème, c'est qu'il n'y a même pas d'autre terme, de l'employé de maison si on veut. La gouvernante. Et justement, et du coup la fille dit, on pourrait l'appeler autrement, parce qu'elle pense malgré son côté privilégié qu'elle est très progressiste, alors que finalement elle est pire que d'autres. Et ils disent, ah mais non, mais bonne c'est bien, pensez-y, bonne, c'est dire bonne à tout faire, c'est génial, qui peut se targuer d'être bien à tout faire, bon à tout faire. Et il y a un cut où on les voit ensuite en train de manger des moules le soir. Et le premier truc qu'ils disent, ah mais qu'est-ce qu'elles sont bonnes ces moules. Et je trouve ça tellement génial comme enchaînement de scènes. C'est du Chabrol tout craché, c'est doux et cruel, c'est doux amer et c'est parfait. On peut en plus revenir du coup à toute la tension qu'il y a entre le personnage de Sandrine Bonner et absolument d'ailleurs tous les personnages qu'elle croise. À chaque fois, elle répond « je ne sais pas », elle ne décide pas et tout le monde décide à sa place. On se dit « bon d'accord, au début c'est parce qu'elle ne sait pas ». Et les 2-3 fois où elle ose émettre une opinion, on lui dit « ah mais non mais finalement non, tu n'as pas d'avis, tu te tais, tu arrêtes, tu n'es qu'un objet, tu n'es qu'une chose ». Et c'est un tel plaisir, et du coup le degré de cruauté monte jusqu'à ce moment cathartique où tu te dis « mais oui ». Il faut que cette violence se passe pour que la situation un petit peu se remette, que les boussoles se remettent à l'ordre. C'est un vrai plaisir à regarder. C'est très cathartique comme film, je trouve. Oui, pour revenir quand même sur on peut laisser la parole aux autres et revenir sur un truc. Non. T'as dit que j'étais nantie, donc je garde la parole. Privilège. Non, mais j'ai juste un truc très très court sur le personnage de la fille. Je voulais un petit peu revenir, qui se croit un petit peu plus progressiste, et il y a une scène géniale où elle une salope. où elle se targue de savoir réparer les voitures en mode je suis une fille mais je sais quand même réparer les voitures, c'est super. Elle vient aider le personnage d'Isabelle Huppert, c'est bien, elle arrive à l'aider, c'est super, sauf que du coup Isabelle Huppert lui donne un mouchoir et cette scène elle est incroyable. Et donc Virginie Ledoyen se nettoie les mains avec le mouchoir et elle lui balance dans la voiture. C'est génial, c'est parfait, c'est Chabrol quoi. Chabrol. C'est la version Chabrol. Chabrol. C'est la version je viens de manger des sushis. C'est la version Netflix mal compressée.
Avec de mauvais Non, sous-titres. c'était une belle, c'était un beau master qu'on avait sur Netflix, je trouve. Ouais, ça dépend des moments. Mais pareil, je pense que ça dépend des moments parce que ouais, les couleurs dégueulasses sur Netflix, je pense que rien n'est épargné. Ça dépend. Moi, j'ai vu vraiment en pleine nuit, donc j'ai vu en pleine nuit, donc je t'avoue qu'il y a moins de monde. Ah, peut-être. Thierry, je te sens bouillir là. Moi, c'est vrai que Chabrol, j'en avais plus l'image de Jabrol. C'est marrant qu'on fasse cette transition-là. Parce que Chabrol, c'est quelqu'un que je connaissais pas, c'est le premier film que je vois de lui. Parce qu'il m'a toujours autant attiré que rebuté un petit peu. Parce que comme il le disait lui-même, en fait, le problème de Chabrol, c'est qu'il est... Enfin, problème selon le point de vue, mais selon lui, c'était un problème. C'est qu'il a toujours adopté la vision du cinéma de John Ford. Donc c'était en mode, je ne travaille pas mon métrage, je ne travaille pas, je n'écris pas, je fais mon truc et je le fais direct, et je tourne, je finis un truc, je tourne. Donc en fait, Chabrol est le premier à dire qu'il faut jeter la moitié de sa filmographie, et que la moitié n'est pas intéressante. Et que c'est ce qu'il dit lui-même, hein, c'est pas, me regarde pas comme ça, Marwan, voyons. Voilà, non, il le dit vraiment lui-même pour le coup. Et du coup, je m'étais toujours dit, ok, d'accord, mais si je dois faire un Chabrol, je commence par quoi? Qu'est-ce qui est vraiment bien? Qu'est-ce qui est pas très bien? C'était compliqué. Juste un truc par rapport à tout ce qu'il y a sur Netflix, je trouve que c'est un bon ratio. Du coup, virer seulement la moitié. C'était gratuit sur Netflix. Oh, Netflix, tu vires plus de la moitié des originaux. Oui. Mais donc voilà, donc du coup, Chabrol, c'est pour ça. Je m'étais dit un jour, je vais m'y intéresser, mais par quoi est-ce que je commence? Est-ce que je fais le complet? C'était compliqué de savoir à quoi s'intéresser, sachant qu'il a attention, un terme que j'aime beaucoup, une tétrachier de films. Mais donc du coup, il y a eu l'événement Parasite où Bong Joon-ho a cité la cérémonie. Je me dis tiens, ce sera pour être une bonne idée de commencer par celui-là. L'occasion est faite et c'était génial. Alors moi, ça me parle beaucoup, hein, ça parle de lutte des classes, ça parle de nantis qui s'élèvent dans la société, de prolos qui s'élèvent dans la société, mais qui se retrouvent avec des murs considérés comme naturels, alors que y a aucune raison qu'on les bloque à ces niveaux-là, et j'ai trouvé ça assez puissant. Moi, j'avais pas forcément capté au début qu'elle était que cette pauvre botte, ça fait partie du truc. Ouais. Et donc du coup, la supercherie marche très bien, c'est-à-dire que on s'en rend compte un peu avant les autres personnages du film. Mais au début, l'illusion est parfaite, même quand elles sont dans le supermarché et qu'Isabelle Huppert lui montre les chocolats en disant mais non, regarde, ceux-là ils sont bons, il y a écrit chocolat extra fin. Et on peut si tout à ça fait t'es dire déjà censé le savoir. Là, à ce moment-là, t'es non, censé je le sais savoir. parce que juste, quelques scènes avant, elle lisait un bouquin qui lui permettait d'apprendre à lire avec. Moi, je la trouvais très inattentive plus qu'autre chose en fait. J'avais pas, tu vois. Justement, c'est pour ça que c'est malin, parce que nous on comprend, mais on voit ce qu'elle fait, qu'elle est sa parade, et on se dit mais oui, elle est très maline. Mais tu sens déjà dès l'entretien d'embauche qu'il y a un truc qui cloche. Quand elle dit vous pouvez appeler là, en montrant le numéro de téléphone, la maîtresse de maison, elle sait lire une lettre de recommandation, elle sait lire un numéro de téléphone, elle a l'adresse, si tu veux, on n'a pas besoin de lui expliquer. Donc c'est le fait d'insister sur le truc qui est déjà suspect, on se dit il y a un truc qui cloche. Moi j'ai pas tilté pour le coup. Moi je me suis dit tiens, c'est très 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 bizarre. C'est fin quoi. Non, c'est pareil, moi je me suis dit et à un moment je me suis dit est-ce qu'on a une intrigue à la Parasite où en fait elle a une complice qui va l'introduire dans la maison, mais je lui dis ça serait pourquoi pas, mais ça serait un peu gros. Mais non, je trouve que ça fait partie de justement. Moi, je trouve que la force du film, je trouve qu'elle est surtout très subtile. La grande force du film, c'est ça, c'est l'analphabétisme. C'est un truc qui existe encore aujourd'hui et qu'on voit pas si souvent. Et c'est là qu'il est très juste, c'est-à-dire que ce personnage-là, tout ce qu'elle fait, le fait qu'elle ait pas le permis, par exemple. Toutes ces excuses-là, ce sont des excuses qui justement sont là pour masquer l'analphabétisme, tout comme le coup des lunettes ou ce genre de choses, et qui va justifier beaucoup de choses. Et pourquoi est-ce que il y a la télé aussi qui est très importante dans le film. Elle se raccroche à la télé parce qu'elle peut pas lire, donc elle se raccroche à ce qu'elle a. Et il y a beaucoup de choses comme ça. Et du coup, son ressentiment, parce que c'est quelqu'un qui finalement ce système-là lui déplaît pas en soi. C'est juste qu'elle a pas les armes parce qu'elle est dyslexique ou pour toute autre raison d'ailleurs. C'est pas diagnostiqué, mais sans doute. Qui fait que elle est fermée là-dedans et qui entretient une frustration. Et c'est très. Je trouve que tous les personnages sont très subtils et surtout ce personnage principal, d'autant qu'on voit tout par ses yeux. Je trouve que l'analphabétisme est très très bien repeint. C'est peut-être le point fort pour moi du film. Là, je suis assez d'accord. Mais du coup, voilà, moi, c'est ça, c'est que je me suis quand même fait duper pendant un petit moment en me disant est-ce que c'est vraiment ça ou est-ce qu'il y a autre chose autour ou est-ce qu'elle a des difficultés seulement et non, finalement, ça a l'air d'être un alphabétisme assez complet, quoi. Et oui, en effet, après, c'est aussi la question qui se pose à partir du moment où t'as quand même cette tare-là qui est très mal vue dans la société. On voit d'ailleurs la réaction des gens à partir du moment où ils l'apprennent. Même pas, en fait. Parce que, il y a un regard de condescendance. Surtout la fille. Parce que la fille, la première, elle le pointé du doigt et elle la regarde en mode je vais vous aider, mais c'est une manière de se positionner. Même la caméra change d'angle. C'est clairement je suis supérieur à toi
et je vais t'apprendre, mon petit. Alors, justement, ce qui est intéressant, c'est la perception de ces scènes-là. Quand je vous vois comme ça, voir justement la domination partout, sur tous les plans et sur tous les trucs, et de voir quasiment que ça, moi, je trouve ça très surprenant. Par contre, il faut voir aussi qu'elle a aussi, elle ressent comme une honte très très profonde, et elle le cache vraiment, et elle en devient agressive quand c'est découvert. Parce que elle a une honte aussi de ce phénomène-là. Je trouve que c'est pareil. Il y a tous les personnages sont égaux. Il y a une certaine neutralité. Je trouve. Je suis comme Marwan. Je trouve qu'il y a un certain extérieur et on voit un peu ce qu'on veut voir dans ce film. J'ai l'impression. Pour le coup, par rapport à cet exemple-là, c'est vraiment, je pense, le ressenti qu'a ce personnage-là quand elle voit la réaction de la personne d'en face. Et je trouve que cette scène est incroyable dans le sens où elle cristallise le fait que les deux classes ne peuvent pas communiquer entre elles, parce que c'est dans cette idée où elle va directement se braquer, elle va directement la menacer et créer un chantage, alors que l'autre, à partir du principe qu'elle pouvait l'aider, même si c'était une façon très très méprisante et tout, mais il y a eu une réaction très brutale, comme si il ne pouvait pas y avoir d'échange. L'échange était impossible entre les deux classes. C'est un réflexe de survie presque. Totalement. Mais c'est ça, c'est ce qui montre en fait, ce sont des comportements qui sont conditionnés par la situation des personnes. C'est-à-dire que tu prends les mêmes personnages, écrits pareil, mais tu les changes socialement, ils auraient les mêmes réactions que leur classe sociale en fait. Et c'est ça qui est, je trouve, super intéressant. C'est-à-dire que elle est pas, il y a pas de personnage vraiment méchant, mais quoique. Foncièrement. Quoique ouvrir le courrier de quelqu'un et écouter les conversations en douce, je sais pas, mais c'est pas de la méchanceté ou j'ai l'impression que c'est plus un déséquilibre psychologique quoi. C'est une critique de comment on appelle ça, de quand tu refais ce que ta classe te dit de faire, du conditionnement social. Oui. La reproduction sociale, non, ça c'est d'une génération à l'autre, mais oui. C'est pareil. Du conditionnement social, c'est ça. Il y a ça. Évidemment que la critique des classes sociales m'a sauté aux yeux. Après, moi, je me suis vraiment, vraiment beaucoup attachée à Sophie parce que je l'ai vraiment sentie fragilisée, très fragile face à ce monde qui la rabaisse, quoi, finalement, parce que ce soit par le discours ou par le discours de la famille ou sa manière d'être, c'est-à-dire qu'en fait, à la fois, c'est la boniche, la bonne à tout faire, et à la fois, vu qu'on l'aperçoit comme ça, elle se comporte comme ça également, et comme elle a ce handicap de ne pas pouvoir lire, et je suppose qu'elle a eu des expériences précédentes où on l'a rabaissée par rapport à ça, ce qui fait qu'elle n'ose pas, en fait, prendre le dessus ou dire non ou s'imposer, etc. Même la fille à un moment donné lui dit mais ne te laisse pas faire si voilà. Bon, après ça part ça a peut-être d'autres motivations, on peut y voir autre chose, mais le texte est là, le discours est là, ce qui fait que lorsqu'on arrive au climax, au dénouement, c'est à la fois, pour moi ça a été à la fois surprenant, à la fois je me suis dit c'est normal, je peux comprendre, et en même temps je m'y attendais pas, mais avec le recul, quand j'y repense, il y a une scène où Sophie et Jeanne discutent un petit peu de leur passé houleux, et en fait elles le font avec une telle légèreté que je me dis mais comment j'ai pas compris qu'il y avait quelque chose qui tournait pas rond dans leur tête. Donc c'est à la fois des raisons qui peuvent s'expliquer par l'environnement et par le conditionnement social, mais à la fois qui peuvent être reliées à un dysfonctionnement psychologique. Mais Sophie, c'est vraiment le personnage qui est le plus ressorti, qui m'a le plus marqué, je pense, que c'est plus le que les autres. personnage central, oui, effectivement. Oui, mais clairement, Chabrol prend son parti. Oui, tout à fait. C'est oui. Je pense que. Je sais pas. Hein. C'est déjà rien qu'en regardant la filmo de Chabrol, tu sais très bien qu'il va forcément plutôt taper sur les bourgeois et être du côté plus prolétaire. Et vu comment elle est filmée toujours en figure centrale et qu'on a vraiment de l'empathie pour elle, alors que beaucoup moins pour tous les autres, même pour Isabelle Huppert d'ailleurs quelque part. Clairement, il prend son parti. Par contre, tu vois, pour revenir sur ce que tu disais sur le passage où elles racontent leur passé, on parle sans pouvoir dire de choses dont elles sont accusées, qu'elles auraient soi-disant fait.
Pour moi, elles n'ont pas fait ces choses-là, pas du tout même. Par contre, c'est ce que la société leur dit, c'est que, en fait, vu leur classe sociale, dès l'instant qu'il peut y avoir des problèmes, on préfère dire que elles l'ont fait. C'est jamais dit. Ah bah si, Isabelle Huppert, elle l'avoue. Hein. Elle l'avoue, mais elle dit clairement qu'elle l'a pas fait volontairement, que c'est pas arrivé. Alors après, là où non, tout le monde après, l'accuse du contraire. Elle le justifie après. Non, mais je pense que voilà, mais attention à la manière de le dire là, et la manière dont elle l'explique, c'est qu'elle dit clairement, de toute manière, je pourrais leur dire ce que je veux et je sais ce qui s'est passé. Par défaut, on dira que je suis coupable. Et c'est pour ça qu'à mon avis, elles répondent avec les seules choses qu'elles savent faire, et elles se disent, ok, on nous voit comme ça, comme des personnes qui réagiront de cette manière-là, quoi qu'il arrive, alors faisons-le. Moi, c'est comme ça que j'ai vu, tu vois, le déroulement, quoi. Alors moi, pas du tout. Moi, au contraire, je pensais qu'elle était coupable à cause de la manière dont elle racontait l'histoire. C'est-à-dire que comme elle parle de sa fille, à un moment donné, je vais pas tout dévoiler, mais elle parle de sa fille. Et la manière qu'elle a de raconter cette histoire, j'ai l'impression qu'il n'y a pas de remords en fait dans son regard, dans son discours, dans sa manière d'être. Et pour moi, c'était tous les signes que, si, elle l'a fait, quoi. Après, je pense plus à Sophie et son papa qu'à Jeanne. Sophie, comme elle dit rien. Mais elle est complètement détachée en fait. Du coup, tu peux pas. On choisit ou pas de l'accuser. Du coup, à ce moment-là, c'est à nous de choisir. Ouais, alors, en quelque sorte. Vu la fin du film, j'ai quand même une idée. Justement, pour moi, c'est pour ça que la fin du film, en fait, est là pour t'induire en erreur. Pour moi, la fin du film me dit clairement, c'est la première fois qu'elles font ça. Clairement. Mais après, c'est pour ça. Et du coup, on choisit de se conditionner en se disant, ah bah voilà, de toute façon, vous avez dit qu'elles étaient comme ça. Mais et qui justifie quelque chose que le film essaie de dénoncer pour moi. Sauf que Sophie est entraînée par Jeanne en plus. Totalement, c'est ça. Il y a l'effet d'entraînement. Ça, c'est-à-dire qu'en fait, elles arrivent, elles sont censées aller. Sophie prépare un chocolat chaud. Elles vont monter à l'étage pour regarder la télé, etc., faire comme d'habitude. Et en fait, c'est Jeanne qui craque, qui pète un câble. C'est à un pas moment tout à fait donné. ça. Elles vont chercher prendre les affaires de Sophie. Oui, mais elles se sont préparées un petit chocolat chaud. Mais en attendant, le temps de rester. Voilà. Mais du coup, c'est Jeanne qui commence à l'entraîner, en commençant à déchirer la garde-robe de la maman, etc. Donc, et elle la suit pas tout de suite. Il y a un moment de latence. Elle est un petit peu hésitante. D'ailleurs, ça reste un conte moral, parce que quand tu regardes la fin, qui est puni, qui reste vivant? Moi, j'ai bien aimé le procédé narratif, comme le personnage principal, c'est Sophie, c'est justement la bonne à tout faire, qu'on va suivre tout le temps. Il y a un procédé narratif que j'aime beaucoup, qui rattrape le spectateur dans l'attention. C'est que, comme elle bosse dans la maison, elle fait son truc, et puis les gens arrivent, et puis ils discutent, et puis ils posent leurs affaires à la cuisine, et puis ils continuent au salon. Et du coup, on a le début de la conversation. Ça parle vite, et puis hop, dès qu'il y a un truc, attends, qu'est-ce que t'es en train de dire, et on perd le son, et du coup on veut la suite de l'histoire, on veut les infos dans le truc, du coup on va suivre, on a envie d'aller courir avec elle dans le salon pour savoir ce qui se passe. J'ai trouvé le procédé très intéressant, et pareil, et bon, après pour rebondir sur les points de vue, pour montrer que justement les classes étaient inconciliables parce que les perceptions étaient pas là. Et moi j'ai trouvé le personnage de Virginie le doyen, donc la petite Mélinda, c'est une fille super moderne. Elle traite son père de facho, elle perd son truc. Cette nana, elle ferait du podcast aujourd'hui, par exemple. Ou elle ferait des trucs YouTube, ou elle serait... elle serait... c'est un peu l'esprit étudiant, parce qu'elle a 20 ans, elle va à l'université. Oui, surtout qu'elle essaie de se détacher un petit peu de sa famille, en fait, plus que de choses, mais elle reproduit les codes, quoi. C'est ça. Ouais, mais... En disant le contraire. Ben oui, comme des Parisiens. Mais alors, et non, c'est quelque chose de très moderne. Et là où on voit qu'il y a une incompatibilité, c'est que on rigolait quand je disais es-tu une salope, par exemple. C'était un extrait du film parce qu'elle lit un questionnaire, elle veut jouer, elle veut s'occuper, elle veut nouer un lien avec la bonne, et du coup, d'une certaine manière, à sa façon maladroite, certes, mais elle l'essaye. Et donc elle ouvre le magazine. Alors elle ne sait pas que l'autre qu'elle ne sait pas lire, mais elle prend un questionnaire pour jouer, et parce que ça la fait marrer, elle a 20 ans, et puis c'est décalé. Quel genre de salope êtes-vous? Donc c'est un truc, évidemment, si c'est déjà ça s'adresse à une certaine classe qui est capable d'accepter ce message avec un certain second degré. Et c'est vrai que pour l'une c'est une blague, et pour l'autre, salope, c'est un truc grave. Ou alors il y a un degré de lecture qui est pas perçu, j'ai l'impression. Je sais pas si c'est tellement ça, mais je vais un peu revenir sur l'intégralité de la scène, parce que je trouve que c'est une des scènes les plus cruelles, et si on regarde les détails, c'est atroce. Elle arrive, il y a Sophie qui est en train de travailler sur la table de la cuisine, se dit ah bah tiens, je vais faire un thé. Elle lui dit bouge pas, je vais m'en occuper. Sauf que finalement elle s'en occupe pas du tout, c'est Sophie qui fait le thé.
C'est génial. Sophie est en train de travailler, elle arrive, elle prend son magazine, elle s'emmerde, donc elle s'est dit tiens, je vais faire joujou, je vais faire un test et je vais en plus emmerder Sophie qui est en train de travailler. C'est pas du tout un moyen de faire un lien avec Sophie, c'est juste parce qu'elle s'emmerde et qu'elle est là. C'est tout. Maintenant que tu le dis, j'avoue. C'est vrai qu'elle va même, en plus j'ai l'impression que si on s'est pas rendu compte que c'est Sophie qui avait le thé alors qu'elle lui a dit, elle l'interpelle quand même en lui disant et le sucre il est où? Oui, c'est ça. Oui, et c'est une manière de te dire bon t'as fait ça mais tu vas quand même aller jusqu'au bout s'il te plaît. Et moi au début j'étais là en mode elle lui propose de faire le thé et je me suis laissé aveugler puis quand elle me dit ça je fais mais attends mais c'est Sophie qui a tout fait depuis tout à l'heure. C'est vrai. Alors après oui je sais pas, oui c'est vrai que moi j'étais je dirais pas jusqu'à dire qu'elle faisait un lien, mais c'est vrai que j'ai eu l'impression qu'elle tentait quand même l'interaction, même si c'est de l'interaction pour le coup sûrement malhabile et pas forcément très honnête quoi. Encore une fois, c'est de la contestation toujours contre les parents, contre un statut, et c'est souvent comme ça. C'est même l'image. C'est drôle parce que pour une conversation quelconque hier, j'en parlais avec une amie. C'était parce que j'étais dans dans un lycée privé, on parlait des gens qui aujourd'hui font des trucs très genre je sais pas en école de finance, ils font des trucs en finance, ils ont des grosses fonctions et tout, alors qu'avant ils faisaient les gros rebelles. C'est ça, c'est côté ils se rebellaient contre leurs parents, mais en fait ils travaillent pour leur père, pour le copain du papa dans une entreprise classée au CAC 40, genre de trucs. Ils n'arrivent pas à s'extirper de la condition qu'ils cherchaient à fuir. C'est ça, c'est un âge qui veut vraiment s'opposer c'est pas une réelle intention en fait, c'est une intention juste de nuire aux parents lors de leur jeunesse. Et en fait c'est totalement ça, c'est qu'elle n'est jamais vraiment progressiste, elle cherche juste à emmerder ses parents et tout le temps, et d'une façon très gentille, c'est toujours ça en fait. Et à ce côté là mais c'est vrai, et c'est ça qui est très bien, c'est que c'est pas ils sont méchants ou ils sont gentils, c'est ils reproduisent des carcans, des codes, et en fait ils se rendent pas compte, mais à chaque fois c'est très violent pour la classe en dessous quoi. Oui, c'est pour ça que le cinéma de Chabrol est en général très cruel. On n'est pas dans l'idée de dire « Ah non, celui-là, il est très très méchant. Ah non, celle-là, elle est très très gentille. » Non, c'est comme ça et c'est difficile de s'en extirper. Et c'est pour ça que c'est atroce. Ouais, Huppert, elle est pas très gentille quand même, hein, dans le film. Oui, mais... on dit pas le contraire, j'ai eu de la sympathie pour elle, mais je comprends que ce soit pas le personnage pour lequel on ait le plus d'empathie. Je viens de me rappeler d'un truc hyper important. Quand je parlais tout à l'heure, et quand je disais que je pensais que Jeanne et Sophie avaient commis les crimes... Est-ce qu'elles ont fait un truc ou pas, on ne sait pas. Lorsque Jeanne et Sophie parlaient de leur passé respectif, en fait, voilà, ce sont des choses un petit peu graves. Et il y a un moment où elles se rendent au secours populaire pour aider à trier les vêtements, à filer un coup de main, quoi, en tant que bénévole. Et il y a quelque chose qui m'a interpellée, c'est nous, on aurait tendance à dire, on va aider des gens, d'accord ? Et en fait, elles y vont et elles disent, on va faire le bien. Et moi, dans ma tête, en fait, ça a tilté parce que je me suis dit, il y a peut-être une certaine culpabilité vis-à-vis de leurs actes passés qui fait qu'elles cherchent une rédemption, mais à la fois elles ont un comportement qui n'est pas très, qui est assez frivole vis-à-vis du traitement des personnes qui reçoivent leur aide. Donc c'est quelque chose qui m'a laissé assez perplexe, à vrai dire. Pour le coup, j'ai l'impression de voir un peu une personne pour Jeanne, une personne qui est sortie un peu de la matrice, donc de sa classe, qui est consciente de tout ça, donc elle joue tout ça, et elle va un peu récupérer Sophie pour l'emmener dans cet entre-deux, juste pour emmerder le monde, et ce côté un petit peu sortir de la morale en fait. Il y a un côté si on sort de la morale, est-ce qu'on peut essayer de faire la nique aux classes? J'ai l'impression que c'est un peu ça, c'est ce côté un peu ce petit diable qui cherche un peu à fuir le déterminisme qui est propre, alors qu'en fait à la fin le déterminisme fait que ils reproduisent des actes qui leur ont été un peu donnés auparavant. Et ça, au contraire, je trouve ça intéressant. Et c'est totalement ça en fait, c'est totalement ce côté où ces personnages-là cherchent toujours à semblant de faire du bien, en fait juste à jouer avec ce sujet-là. Oui, c'est ça, c'est un petit peu on se donne une bonne image, on se donne bonne conscience. C'est comme ça que je l'ai perçu, parce qu'il y avait un tel décalage entre ce qu'elles racontaient dans leur passé, et la manière dont elles réagissaient à ça. Pour moi, il y avait un gros décalage, quoi. C'est pour ça que justement, quand elles ont dit cette phrase, elles ont dit on va faire le bien, et c'est pas dit une fois, c'est dit 2 ou 3 fois. Pour moi, c'est pas pour rien, hein, donc il y a quelque chose derrière quand même. Il y a peut-être quelque chose. Allez voir le film, faites-vous votre opinion. Que verrez-vous ?
Je peux juste rajouter un tout petit Allez, truc. on a 40 minutes d'enregistrement, une dernière phrase. Non, Je c'est une t'en prie. micro-reco. Juste aller voir le triptyque de vidéos de la chaîne Vidéodrome qui vient de sortir il n'y a pas très longtemps, qui parle du coup des relations entre domestiques et employés, employeurs, employés de maison et du coup employeurs qui sont passionnantes. Servir les puissants. Ou Downton J'aime Abbey. beaucoup le nom du triptyque. Servir les riches, je sais plus. C'était pas servir les puissants? Servir Marwan. Voilà, on va tous s'accorder sur Marwan, c'est plus simple. Mais oui, non, je rejoins Léo dans sa reco, c'était très très bien. Très très bien. Donc on le rappelle, le cycle Chabrol sur la plateforme Netflix en partenariat avec MK2. Voilà. Là c'était la cérémonie, mais vous en avez encore plein d'autres. Allez, on passe. On va encore plus loin dans l'intellectualisation des films. On va sur Mubi. On va se régaler. Là, on part pour le Canada. Ça va être un grand moment. War. A foreign menace emerges and the fate of our country hangs in the balance. Our troops spring into action. We shall fight for all that is right, and we will not stop until the world is perfect. But could one man be destined to save our great nation? Never has the dream been more vivid. My dear son, you shall govern this dominion. And now come. Give your mother a kiss. Des bisous, des bisous, des bisous, moi. The 20th Century, le 20e siècle, film de 2019, 21e siècle, d'1h30. Les salauds, ils nous auraient menti. Ils nous auraient menti. Film d'1h30 canadien, premier long, me semble-t-il, de Matthew Rankin. Oui. Avec Dan Byrne dans le rôle de Mackenzie King, qui est un jeune homme ambitieux, qui va participer au concours pour devenir Premier ministre du Canada. Nous sommes en 1899. Et bien écoute, la vie est compliquée parce qu'il est sous la pression de ses parents, il est amoureux de la fille du gouverneur, mais en même temps il y a une romance avec la bonne française. Puis il est dyslexique des instruments, donc c'est compliqué, tu vois, il confond les harpes et les trompettes. Un film à l'esthétique qui lui est propre, à une esthétique nostalgique, on peut le dire, qui ressemble un peu avec son grain, avec ses animations, avec son décor un peu décalé, une sorte d'humour absurde. Ça évoque un peu les Monty Python par moments, dans les petites scènes d'animation, dans quelques costumes absurdes. Un film plutôt tendance comédie, plutôt très 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 kitsch, avec, vous l'avez entendu, un grain dans le son, un grain à l'image, un grain dans la voix. Même à des moments, j'avais noté, c'est pas du grain, c'est du gravier. Ah, bravo. Mais c'est du joli gravier. Ouais. Bah, c'est du gravier allemand, c'est beau. C'est une proposition de cinéma vraiment, là c'est un ovni. J'avais noté dans les premières minutes, soit c'est très nul, soit c'est très drôle. Est-ce que c'est nul ou est-ce que c'est drôle? À vous de me dire, qui veut se lancer sur ce film-là? Ils ont oublié de mettre la capsule anniversaire, que c'était pour fêter les 100 ans de l'expressionnisme allemand. C'est pour ça qu'on a l'impression que c'était bizarre. D'accord, c'est pour ça qu'il y a des nazis. D'accord. Qui se lance sur ce film-là? Vous êtes complètement... Il y en a un qui est allongé, il y en a une qui est sur le téléphone. Tout va bien, quoi. Mais c'est celle qui est sur le téléphone, d'ailleurs, qui va commencer. C'est 16h. Mais j'ai pas vu, moi. Mais elle est pas concernée. Elle n'a pas vu de film. Alors, c'est vrai que Yassa n'a pas vu le film. Et j'ai la rage. J'aurais tellement voulu le voir. La bande-annonce m'a vraiment donné envie. Tu veux nous parler de la bande-annonce, Yassa? Alors, la bande-annonce... non, on va pas faire des commentaires de bande-annonce. J'ai tout compris. S'il vous plaît. Bon, allez, Éléonore, tu m'as l'air bien disposée pour commencer. Oui, allons-y. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé ce film. Oui, on est d'accord. C'est un espèce, comme a dit Thomas, un espèce d'ovni cinématographique. C'est un mélange d'esthétique 80s, de clips façon, années 80, d'imaginaire, un peu science-fiction comme ça, et surtout d'imagerie de propagande. Et c'est juste tellement drôle et tellement malin. Il faut savoir que le film est en réalité un biopic. Ce mec a réellement existé, il faut le savoir. Et c'est adapté du coup de journaux qu'il a écrits au moment où il rêvait d'être le premier ministre, le premier ministre
canadien, si j'ai tout compris à l'histoire. Et du coup, le tout mélangé ensemble, ça donne une espèce de satire politique hilarante qui c'est drôle, quoi. Ouais, ça m'a beaucoup fait rire. Si juste, il y a une espèce de poésie du coup aussi qui se dégage de certains moments qui sont dessinés, enfin c'est limite de l'animation parfois, et c'est vraiment très joli. Bah ouais. Bah pareil, j'ai été assez fasciné par ce film qui avait ses codes, sa manière de raconter une histoire. C'est vraiment extraordinaire dans le sens où le film en plus de ça, va toujours jouer avec toi. Il est toujours assez actif. Par exemple, ce pays qui a un drapeau qui s'appelle comment il s'appelle, c'est le drapeau. C'est un adjectif totalement naze, mais je me souviens plus comment il s'appelle. Non, mais en gros, on a la furie contre l'amour ou un truc comme ça. Il y a la tendresse. Ah voilà, c'est la furie contre la tendresse. La tendresse. Et c'est trop drôle, c'est une histoire c'est totalement folle et surréaliste de ce qu'aurait pu être dans un esprit coquet à l'histoire du Canada et du Québec, et les disputes entre ces deux contrées. Et non, c'est très 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 drôle, c'est très référencé, ça m'a fait penser parfois au film Eraserhead dans plusieurs situations, dans la chambre, dans les personnages, et puis j'adore tous les personnages sont assez fascinants, ils sont tellement drôles et vraiment encore une fois, même ce qui est drôle, c'est que même l'ouverture du film avec les studios, tout a été réorganisé, tout est réinventé avec l'esthétique du film. On est vraiment porté par vraiment un esthétique totalement assumé, et c'est assez génial. Thierry? Moi, j'ai bien aimé la manière dont ça montrait un peu le totalitarisme, en fait. C'est ça. Et parce qu'on citait des références, moi j'ai quand même beaucoup pensé, en plus vu que ça référence énormément le vieux cinéma, j'ai beaucoup pensé à Metropolis de Lang. Totalement. Dans les passages un petit peu de foule où on a toute la propagande avec toute l'imagerie qui va avec, et voilà, j'ai trouvé ça assez fascinant à regarder. Après oui, le personnage du coup de Mackenzie King m'apparaît en fait coup à coup fascinant et intéressant à suivre dans sa naïveté de gars qui veut devenir un grand monarque, que dégueulasse dans sa manière d'être un opportuniste complet qui est prêt à toutes les saloperies pour pouvoir justement repasser du bon côté de l'opinion publique, quoi. Donc il passe son temps à faire cette montagne russe là, et du coup ce qui fait qu'on passe notre temps à l'aimer, le détester, et on se dit bon, en soi c'est assez humain, quoi, comme sentiment. Mais j'ai trouvé ça assez marrant, le rapport qu'il a au tout début avec la gamine tuberculeuse. C'est tellement drôle. Le gars au début il est juste là, et en fait dès le début tu te poses vraiment la question, tu fais attends, est-ce qu'il est vraiment là parce que ça le touche d'aller voir les enfants, ou est-ce qu'il est vraiment là en mode bon je dois faire ma BA, parce qu'au moment où il voit la nana qui joue de la harpe, il est là en mode attends, il y a moyen que tu me fasses savoir à quoi que cette nana, je vais revenir te voir, hein. J'étais en mode mais l'enfoiré. Et il y a plein de trucs comme ça. Mais alors quand on voit par contre les gars contre qui il fait sa formation là de premier ministre, c'est une espèce de truc éliminatoire là. En fait c'est pas une élection, c'est une espèce de concours où ils doivent sentir des bûches, ils doivent taper, ils doivent tuer des bébés phoques. Le passage avec les bébés phoques est magnifique. Les mecs qui font un tape-la-top avec des vrais bébés phoques, ils leur éclatent, il y a du sang partout. Mais et ce qui est horrible, c'est qu'en fait dans toutes ces patterns qui se dessinent entre les deux qui se font la guéguerre là tout le temps, et l'autre qui est vraiment affecté avec lui, quoi. Donc du coup tu te prends d'empathie pour lui, après tu te rends compte qu'il est pas forcément mieux quand il est là à chipoter sur les points, et il y a un gars tout pur en plein milieu qui il aurait juste besoin de dire je prends la place et tout le monde dirait oui. Et non, le mec accepte de sacrifier tellement il est con et gentil, quoi. Il est pur. C'est vrai, après il perd un peu de sa pureté quand même, mais du coup j'étais là en mode mais voilà, vous avez un monarque bien là. Pourquoi vous acceptez ça? C'est pas un monarque, c'est un premier ministre. Enfin, un premier ministre, oui, c'est pas la même chose. Ouais, oui, non, bien sûr, mais bon, tu sais, après, ça reste le gars qui aura le plus de pouvoir dans ce genre de système, quoi. Et puis même après, voilà, tous ces déboires amoureux sont quand même assez ridicule, quoi, où tout à coup le mec il se rend compte qu'il y a, tu sais, l'amour de la beauté intérieure qui le regarde depuis le début, donc il commence à y aller, puis t'as l'autre qui fait non mais en fait je t'aime bien, hein. Et donc il y retourne et tu fais mais décide-toi, avec sa mère qui lui fout des pressions dégueulasses en disant si tu fais pas ce qu'on je te dis tu seras une mère, je te renie, alors qu'il a pas spécialement besoin qu'elle l'aime ou pas, sa mère, quoi. Il peut tout à fait s'émanciper, mais il est là en mode ouais, quand même j'ai pas trop envie que maman me gronde. Ouais, sa mère c'est un peu le baron Harkonnen quand même, hein. C'est ça, il y a tout, parce qu'il peut tout à fait se détacher d'elle et aller vivre sa vie, mais malgré tout il a quand même besoin qu'elle le soutienne. Enfin, je trouve voilà toute l'ambiguïté autour des personnages qui jouent justement dans cet absurde mais qui gardent une certaine cohérence, et c'est délicieux, quoi. Moi j'adore tous ces espèces de décors complets où ils marchent sur des espèces de pistes bleues là.
Enfin, je sais pas, c'est ça fait très décor de théâtre et t'as l'impression qu'il passe de scène en scène en fait. Et ouais, donc je sais pas, c'était vraiment fascinant. C'était très très drôle, à la fois très prenant. J'avais très peur au bout de la première demi-heure. Je me suis dit, est-ce que le concept va réussir à tenir c'est ça, hein. pendant 1h30 ? Je trouve que ça va quand même. Je trouve qu'il y a des moments où il y a quelques longueurs, ils sont obligés de faire des raccords. Mais en soi, 1h30, elle passe bien. Ça arrive à renouveler son propos. Non, c'est fun quoi. C'est ça, et je trouve que ça tient particulièrement parce qu'en fait, il y a ce côté où on nous dit pas et on nous laisse nous rendre compte qu'on est dans le camp des méchants quoi. Et c'est très drôle, c'est ce côté on s'en rend compte au fur et à mesure. Et puis c'est quand vraiment on voit l'adversaire qu'on se rend compte que on est vraiment chez les méchants, même si en vrai depuis le début il y a plein d'indices et c'est extrêmement drôle dans tout ça. Et puis t'as aussi ce côté où t'as aussi la déviance sexuelle, tout le délire sur ça qui est très très drôle avec le monsieur la subtile allégorie du cactus. Oui. Ou même enfin le mec on lui met un truc une ceinture de chasteté, puis on lui met un truc dans l'urètre et c'est voilà. D'ailleurs petite anecdote, il y a ça, elle sait qu'il y a un urètre, elle a envie de voir le film. Je mets le film en pause parce que ma copine m'appelle à côté, je me tourne et puis elle me dit c'est quoi que tu regardes, et je me retourne, j'ai le gros plan un truc bizarre. Pour le travail. C'est la fameuse. C'est pour le travail. C'est la fameuse anecdote du tes parents débarquer dans ta chambre toujours au mauvais moment. C'est ça. T'as l'impression que ce film-là, en plus de marquer, enfin son époque visuellement, il marque son époque dans ses thèmes. On sent un petit peu le côté un peu Freud qui nous parle un peu des pulsions sexuelles par rapport à la mère, par rapport aux choses bizarres et tout. Tu sens que vraiment il s'inspire à fond de tout ça. C'est très drôle. Le complexe d'Oedipe, etc. Tout ça, ouais. Ouais. Moi, c'est ça, mais j'avais la même question de l'essoufflement, et pareil, en fait, moi, cette première scène, ça commence justement dans une hospice pour tuberculeux, pour enfants tuberculeux. C'est des enfants, en plus, il y a le terme qui est dégueulasse, c'est les Canadiens défectueux. Oui. Déjà, ça commence. Les enfants défectueux. Les Canadiens défectueux, oh putain, ça commence comme ça, et t'as cette espèce de décor carton-pâte. C'est pas très très bien joué. C'est trop joué, c'est surjoué. C'est ça qui vient. Donc tu dis, d'accord, c'est ce genre de truc-là qu'on a, donc c'est complètement faux. Donc c'est une comédie, donc il faut que ça soit très drôle, ou alors ça va être très pénible pendant 1h30. Et effectivement, la première partie, je trouve ça très marrant quand on est dans la découverte, sur les allégories, sur le truc. Le concours, je trouve que le meilleur moment du film, c'est quand même le concours de Premier ministre, j'ai vraiment adoré. Et après, c'est vrai que la deuxième moitié du film, c'est un peu plus pénible, c'est un peu plus long. On perd énormément ce côté humoristique. Il est un peu là, mais il surnage dans tout ce que veut raconter le film, j'ai l'impression. Et du coup, je suis moins convaincu. Alors, je trouve que c'est bien d'avoir son identité, son truc, mais ça n'a pas suffi à m'emporter sur toute la longueur, quoi. Il ne reste que le kitsch sans le savoureux. Non. Ah, je trouve même la fin, je le trouve assez cool. Il y a quand même un petit côté, je trouve plaisant de voir finalement l'évolution du personnage, alors que son ensemble ne le laissait pas croire en fait à tout ça. C'est que ces personnages-là évoluent quand même dans tout ça, et puis il se rend compte qu'en fait que c'est intéressant parce qu'il y a toujours, encore une fois, bon, je réutilise le terme, mais ce déterminisme, là pour le coup c'est vraiment le sujet du film aussi. C'est sa mère lui dit, j'ai rêvé que t'es comme ça et j'ai tout fait pour toute ma vie, mais 25 ans, elle dit à un moment ça, j'ai passé 25 ans après ta naissance à rester dans mon lit, je pouvais plus rien faire, donc t'as intérêt à assumer les choses. Et puis j'ai rêvé que t'allais être Premier ministre, t'allais faire ça, et à ce côté-là où en gros c'est vouloir assumer un truc depuis le début, puis on se marre parce qu'en fait on s'en fout de ça, et puis après on se rend compte qu'en fait il y a un sujet, puis et qu'il évolue malgré tout dans cette farce. Et je trouve ça très très bien et très très touchant de dépasser la farce, parce qu'au contraire s'il n'y avait que de la farce, ça aurait été très il n'y aurait pas de dindon. Voilà, il n'y aurait pas de dindon. Heureusement il n'y avait pas d'animaux. Ça aurait été très vain, alors que là au contraire je trouve qu'il y a quand même une certaine douceur. Ça renforce le côté oedipien en plus toi tu écoutais l'oracle, et en plus là l'oracle c'est maman quoi. C'est très twisté ça quand même. Mais oui, en fait c'est ça, moi je trouve qu'en fait le film se rappelle à nous en rappelant que derrière son aspect comique, c'est aussi une satire, et une satire très cynique justement, voilà, de ce qu'on disait, des magouilles politiques, de l'opportunisme, de tout ça, avec un personnage qui finit par refuser un petit peu tout ça en disant ah ouais non mais j'ai pas envie d'aller jusque là quoi. Et il y a tout ça, et peut-être qu'après la rupture de ton est un peu trop forte,
et que au lieu de conserver justement l'absurde en toile de fond et peut-être moins le prononcer au début mais le garder en toile de fond pour pouvoir le maintenir sur tout le métrage, ça aurait été plus pertinent, ça je sais pas. Moi j'ai quand même bien apprécié après le côté justement politique qui se met en place, où en te disant oui bon bah derrière la connerie, derrière l'absurde, derrière le fait qu'en réalité ces gens-là se foutent complètement de ta gueule, bah il y a des gens qui se foutent aussi de ta gueule mais d'une autre manière et de manière beaucoup plus calculée, parce que le film essaye de montrer en deux temps. Mais après oui en effet il y a un changement de ton qui est très radical et qui pour le coup ne peut ne pas plaire quand pendant une bonne 45 minutes, enfin une bonne quarantaine de minutes, on était en train de se poiler comme pas possible quoi. Et tout à coup le film, bon j'ai un message, je fais, oh putain oui merde t'as un message. Et alors là soit tu raccroches, tu fais... c'est ça, soit tu raccroches et tu fais pas envie. Les hippies c'est bien, les fachos c'est pas bien. Ouais mais bon, il faut mais c'est un message, il faut le dire, c'est important. C'est plus un travail sur la propagande et sur l'image. Oui, bien sûr. Ça... Oui, je grossis le trait. Et puis je suis très fan de la deuxième fille du monarque, le vendeur de chaussures. Oui, parce qu'il y a aussi on l'a pas dit esthétiquement, mais le film aussi joue sur les genres également. C'est-à-dire qu'on a des personnages féminins qui sont joués par des hommes et des hommes qui sont joués par des femmes, et du coup ça fait des femmes avec des moustaches qui sont collées comme ça sous le nez. Mais non, c'était Henri Cavill qui est venu tourner, mais il y a eu une post-prod. mais je pense déconner, mais le traumatisme. Mais la deuxième fille, elle me faisait penser des fois genre à Cumberbatch avec des maquillés. Bah là, c'était Cumberbatch. Je pense qu'on peut pas mieux conclure. Sur un mot comme ça, on peut passer directement au reco. Lui-même approuverait totalement. Sur ce magnifique calembour, on peut passer au reco. Welcome to the Love Box est bloqué. Ah, et... là, il est où le petit Welcome to the Love Box. Je l'aurais refait sinon. Ça devient un réflexe pavlovien. Dès qu'on entend ça, on est C'est la section bonus. Qu'est-ce que vous nous avez apporté dans votre besace ? Si vous êtes coincé dans une boucle temporelle... Je me laisse commencer. Bonjour et bienvenue dans Certain... Bonjour et bienvenue dans Certain Macho. 3 films, 3 géniaux films. Bon bref. T'as oublié. T'as juste dû te noter la phrase. Ouais, mais tu sais, ça fait 452 fois, je crois que je le fais sur cet épisode-là. Je varie. Qu'avez-vous regardé dans cette boucle temporelle de la semaine ? Et là, il n'y a plus personne. Si, allez. Ah, Éléonore. Allez, je me lance. Je vais vous conseiller un film que j'ai regardé, avec Thierry d'ailleurs, enfin qu'il a regardé aussi, pour une raison très particulière, pour le podcast que nous allons bientôt lancer tous les deux avec une copine. On vous en parlera un petit peu plus dès que ce sera sur les rails. Il s'agit donc de... Oh, la promo déguisée, quoi. Allez. T'inquiète pas qu'elle sera là, la promo. Pas du tout. Absolument pas. C'est pas mon genre. Il s'agit donc de Masque de cire de Michael Curtis, film de 1933, où nous suivons donc un sculpteur sur cire, je ne sais même pas si ça se dit, sculpteur de cire, enfin sculpteur de mannequin de cire, qui donc a un musée où il montre des figures de beauté qui le passionnent. D'ailleurs, notamment, surtout des personnalités françaises. On retrouve Marie-Antoinette, Voltaire, etc. Et qui veut donc montrer la beauté, qui ne veut pas du coup se lancer dans quelque chose de plus trash et qui serait donc que de l'appel au buzz, dirons-nous. Sauf que son associé n'est pas trop d'accord et décide de brûler le musée de cire. Du coup, ça a tout fondu. Tout a fondu. Et pour recréer quelque chose de différent, sauf que du coup, le sculpteur de cire, il est pas content, il a envie de se venger, il est totalement devenu détraqué, et plutôt que de créer ses sculptures à base de cire, il les crée à base d'êtres humains sur lesquels il rajoute de la cire pour que ce soit plus réaliste. Ça coûte moins cher surtout à refaire. Ça coûte moins cher. On dirait un film de Corman. Il y a quelque chose. Et donc voilà. Et du coup, il y a une petite enquête à côté qui commence à se mener, notamment avec une journaliste qui est absolument géniale. Une jeune femme qui a la réplique facile et qui balance des punchlines tout le long du film. Un vrai plaisir, qui du coup commence à enquêter sur ces différents meurtres qui arrivent et commence à comprendre toute l'histoire. Bon, je vais pas tout vous raconter, mais c'est déjà un vrai plaisir visuel. Vous imaginez bien la cire qu'ils font à l'écran, c'est sublime. C'est très drôle, les dialogues sont très bien
écrit et c'est très enlevé. Je pense que Thierry sera d'accord avec moi. Mais je suis parfaitement d'accord, d'autant que moi on avait regardé ça dans un duo du coup de films, et moi j'avais regardé le remake entre grands guillemets de 53 en premier avec Vincent Price, l'homme au masque de cire, qui est plutôt bien également. J'étais en putain, c'est cool, j'ai vu un bon film. Je m'apprête à regarder celui de 33, je me rends compte que c'est un remake et je me suis dit, ah ouais, bon, au final je vais voir le même film avec 20 ans de moyens en moins, et alors j'ai trouvé ça encore plus beau. Moi j'ai vu une version restaurée, ça joue peut-être, et j'ai trouvé ça beaucoup plus fun, et surtout en effet ce personnage là qui bolosse absolument tout le monde et qui est tout le temps dans l'attaque, et cette espèce de journaliste qui débarque et fait ça va les losers alors, et tout le temps, et tu fais putain, on est en 33, on est pré-Codays, les nanas sont déglinguées, c'est génial quoi. Bon ben plus besoin d'écouter le podcast du coup. On passe à allez vous jetez sur ce film là. Marwan. Alors, je vous avoue que depuis J'ai Armé, j'ai à part les films pour l'émission et un ou deux films à côté, j'ai quasiment rien vu. J'ai fait une sorte de pause, ce qui fait qu'en termes de films, j'avais rien à proposer, mais j'ai réfléchi et je me suis dit, j'ai beaucoup cassé les oreilles de gens, beaucoup de gens, et en particulier Thierry. Avec Truffaut. Non mais Truffaut, je vous en ferai un. Oh, c'est vrai que Truffaut, je t'ai fait chier. Mais en fait non, ce serait musicalement parlant. Ah oui. Jacob Collier. Ah, Francky Vincent, j'allais dire. Non, mais Jacob Collier, si tu veux aussi. Hein. Tu con, va. Jacob Collier, nous n'avons pas les mêmes valeurs. Qui est un musicien fabuleux qui a sorti sur 3 années, donc 3 albums, qui s'appelle JC Volume 1, 2, 3, qui mélange un peu du jazz, enfin une écriture très jazz, avec des côtés un peu pop, un peu rock, un peu funk, et c'est assez merveilleux. C'est un génie de la théorie musicale. On sent qu'il s'amuse avec plein d'instruments, il s'amuse avec vraiment plusieurs rythmes. Pour lui c'est vraiment un terrain de jeu, et on s'en rend compte très vite. Et donc le fait amusant, c'est qu'après il fait partie d'une famille de musiciens, mais il a été découvert sur internet en faisant des vidéos de reprises juste avec des voix. Donc, en gros, il faisait beaucoup des grosses harmonies avec 32 voix 32 lui qui chantaient différemment, et puis à un moment donné ça marchait beaucoup, et puis un jour t'as Quincy Jones qui s'est promené, il a fait ah bah tiens t'as l'air très bien, et puis il a fait signer un contrat, et puis depuis il sort des albums, il joue dans le monde entier, et puis il fait des trucs très très bien. Donc je vous conseille très fortement à écouter les albums de ce jeune homme qui a mon âge. Il est né 3 jours après moi, et je me dis putain j'aimerais faire autant de choses que toi, et c'est toujours un peu plaisant, mais c'est très très fascinant, et au contraire ça donne envie de se dépasser. Donc voilà, donc je vous conseille d'écouter les 3 albums, et puis t'en as un autre aussi, In the Room. Il a tout enregistré chez lui dans sa chambre. Encore une fois c'est merveilleux de te dire que le mec c'est un petit génie quoi. Il fait tout tout seul, et puis c'est un multi-instrumentiste. C'est ça, c'est fort quoi. Voilà, donc je vous conseille d'écouter ce petit génie. Merci. Et alors, petit génie, c'est-à-dire Jacob Collier, pas petit génie, le surnom du personnage principal de Sliders, les mondes parallèles. Ah mon dieu, Sliders. Wow. Blague de vieux. Wow. Faudrait que tu fasses un petit générique blague de vieux, tu vois. Dès qu'il fait une blague un peu référencée, tu laisses un blague de vieux. On va y réfléchir. Avec une musique, tu vois. J'ai pas des idées comme ça. Il y a ça. Alors moi je vous recommande le Benedict Cumberbatch Generator. Non, je rigole. Je le note dans les recours. En vrai, c'est un Tumblr où tu génères en fait des variations de Benedict Cumberbatch. Et du coup, il y a Cumberbatch aussi ou pas? Ah mais il y a des choses que tu ne t'imagines même pas, Thomas. C'est sublime. Juste pour le fun, franchement, faut essayer au moins une fois. Non, alors ma vraie reco, ça va être un drama coréen qui est sorti en 2020 qui s'appelle Mr. Queen, et qui raconte l'histoire d'un chef cuisinier qui est chef cuisinier à la Maison Bleue, donc l'équivalent de la Maison Blanche en Corée. Et un jour, il a un accident, il tombe dans une piscine, il se cogne la tête et il se retrouve dans un état végétatif, sauf que il se réveille dans le corps d'une femme à l'ère Joseon, donc environ vers la fin le milieu du 19e siècle. Et cette femme, en fait, elle est sur le point de devenir reine de Corée. Voilà. Et en fait, l'histoire est absolument géniale, parce qu'en fait, la reine, elle change de comportement vu que c'est un mec qui est dans son corps maintenant. Et comme il y a plein d'intrigues politiques autour,
Et ben les gens ils savent pas trop pourquoi elle commence à se comporter comme ça, ils comprennent pas. Voilà, elle dit qu'elle a perdu sa mémoire, il la croit à moitié. Enfin, elle boit de la bière, elle regarde le foot. C'est pas, on est vraiment pas loin de ça. Elle court parce qu'une reine n'est pas censée courir, on est d'accord. Elle court et c'est absolument la panique dans tout le palais. Mais c'est alors pour le coup, franchement, ça change des dramas historiques qu'on a l'habitude de voir parce que c'est extrêmement drôle, extrêmement bien amené. La dynamique entre les deux personnages principaux est absolument géniale. Il y a des joutes verbales qui sont qui donnent des petits frissons comme ça tellement elles sont bien écrites. Donc voilà, allez voir Mr. Queen. Ok. Thierry, quelle est ta reco? Alors oui, moi ma recours en fait, on peut remercier Ellie qui n'est pas là, mais qui après avoir vu Palm Springs à mes côtés m'a dit mais attends, t'as jamais vu 7 Days in Hell, le court-métrage avec Andy Samberg et tout qui joue du tennis et qui est complètement con. Bon, du coup on l'a regardé et je me suis dit oui, en effet ça peut être le coup d'en parler. Donc 7 Days in Hell, c'est un court-métrage, donc 50 minutes, c'est un bon métrage, de Jake Simonski. Donc avec Andy Samberg, avec également Kit Harington, avec aussi des gens merveilleux comme Serena Williams qui joue son propre rôle, ou David Copperfield qui joue son propre rôle. Il y a des beaux cadeaux comme ça qui débarquent. Et en gros, ça raconte donc l'histoire d'un match de tennis qui a duré 7 jours. Donc on va nous faire tous les coulisses. C'est un faux documentaire qui va nous faire tous les coulisses de ce truc-là. Donc Andy Samberg joue Aaron Williams, qui est l'enfant adopté de la famille Williams. Donc comme les Williams, du coup... le papa leur a dit tu vas faire du tennis comme tes deux sœurs, ça devient un pro du tennis comme ses sœurs, qui est réputé pour faire des aces constamment, et qui un jour fait l'ace de trop et il tue quelqu'un qui était juste dans la trajectoire de la balle. Donc ça devient un paria, voilà, qui décide de s'éloigner, de plus jamais toucher au tennis, mais un jour voilà, il s'énerve parce qu'il voit qu'il y a un nouveau prodige et il n'est pas spécialement d'accord avec ça. Prodige qui est joué par Kit Harington, qui est illettré, complètement con, vraiment très 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 idiot. Et du coup, il décide de le réaffronter pendant 7 jours. Voilà, enfin, un match qui va durer extrêmement longtemps, puisqu'à l'époque, les tie-breaks n'existaient pas. Donc, c'était vraiment, il fallait 2 points d'écart. Donc, ça va jusqu'à 70 à 69. C'est un grand chelem, ça existe toujours, cette règle. Et d'ailleurs, il y a eu des matchs très très longs récemment. D'accord. Je pensais que maintenant, c'était sur tie-break ou pas. Alors, si, t'as le tie-break, mais pas pour le dernier set. D'accord, bon enfin voilà, donc du coup, sous cette règle-là, ils ont fait 7 jours de match. Et d'ailleurs, il y a eu des matchs très longs récemment, je parle il y a moins de 10 ans, avant le Covid, à Roland Garros et à Wimbledon. Wimbledon, ça a duré très très longtemps, il faudrait aller chercher dans les archives. Je ne suis pas spécialiste du sport. Voilà. Non, enfin voilà, donc du coup, c'est de l'absurde total. Si on trouve que Sandberg se lâche beaucoup dans Palm Springs, c'est pas grand-chose à côté de ça. Ça va très très loin, c'est complètement con. Par exemple, le match est interrompu parce qu'il y a des gens à poil qui débarquent et que tout à coup le joueur de tennis te dit je vais coucher avec. Donc du coup ça part en porno comme ça avec Kit Harington qui fait la tête parce qu'il n'a pas le droit de participer. Il y a un truc où tout à coup il y a un truc de magie qui se passe et David Copperfield apparaît sur Kit Harington. Et c'est pour ça qu'il n'arrive pas à finir le match. Il y a plein de trucs comme ça. C'est complètement con. C'est tout le temps. Voilà. Il existe en version physique. Moi, je voulais conseiller Masque de Cire, mais évidemment... c'est comme le Masque de Fer, mais en plus mou, c'est ça ? Alors, le Masque de Fer avec DiCaprio, c'est quand même un excellent film. Enfin, je veux dire, on parlait d'After comme jeu à boire, le Masque de Fer, c'est la version premium, tu vois. Ah oui, je n'en doute pas. Ça, et tu fais un diptyque avec les 3 mousquetaires 3D. Du caviar. Alors moi, Marocco, ça sera une série documentaire, une mini-série documentaire sur Netflix. Alors d'habitude, je suis pas fan de ça. On doit se mettre d'accord à la maison pour regarder à la pause les docs. Il y en a beaucoup qui sont très très mal montés, très racoleurs, très putassiers, très putaclic. Et là justement, c'est un doc qui tombe pas là-dedans. Pourtant, il y avait matière. C'est Fear City, New York contre la mafia de Sam Hopkinson. Voilà, série en 3 épisodes, donc ça fait 2h30 en tout. C'est comme un gros film, en gros. Et donc ça raconte l'enquête qu'a menée le FBI contre les 5 familles de la mafia à New York dans les années 80, enfin 70-80, parce que ça se passe sur 10 ans. Et comment est-ce qu'ils ont réussi à les coffrer grâce à la loi RICO. La loi RICO, c'est un peu une loi contre le crime organisé, le crime en bande, si tu veux. Et si on peut dire qu'il y a eu un lien entre quelqu'un qui a ordonné, quelqu'un qui a fait, que
En gros, s'il y a quelqu'un qui est impliqué de près ou de loin, on peut le mettre dans l'affaire. Et donc c'est comme ça qu'ils ont pu faire tomber l'organisation en entier. Et donc c'est un doc, mais avec, comme d'habitude dans le doc, le mec qui était à l'époque, t'as la photo de la gueule qu'il avait il y a 30-40 ans et la photo, et donc aujourd'hui quand il te parle. Avant, après. Et c'est ça, et il te raconte, et les mecs qui te racontent comment est-ce qu'ils ont fait pour placer des micros chez les mafieux pour enquêter. Quand ils te racontent tout ça, ça ressemble à un polar, on est vraiment pris dedans, c'est bien monté. C'est intelligent dans le montage, on n'a pas... Tu sais, la bande-annonce qui est montée, qui te remettent en intro et qui te remettent 5 minutes après pour t'expliquer ce qu'ils vont dire, ça, ils évitent. C'est plus subtil que ça et c'est très bien monté. T'as le premier, c'est ça. T'as l'enquête, comment ils ont fait pour bugger, pour écouter les mecs et ensuite, ils passent à l'action, le jugement, quoi. Et c'est très, 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 très bien fichu. Il y a un guest que vous allez adorer si vous avez vu Borat 2, puisque c'est Rudy Giuliani, puisque c'était le procureur de l'époque. C'est l'affaire grâce à laquelle il a été... Qui lui a permis d'être avocat de Trump. Non, il a été élu maire de New York. Voilà, donc c'est vraiment... Non, c'est une affaire très très marquante et très impressionnante. Et voilà, quand dans le Parrain, on a... Alors, il n'y a pas les Corleone. Je trouve que ça, c'est le problème du doc. Il n'y a rien sur les Corleone. Non, mais c'est ça, mais l'histoire du conseil des familles qui se parle. Parce que Sam Hopkinson n'est pas un vrai cinéphile. Ah, ça doit être ça. Il aurait fallu filer le doc à Coppola, peut-être. Bon, bref. Et donc, donc c'est l'histoire de siège de conseil des sages de la mafia. Donc, c'est fascinant. Je n'ai pas décroché. Et ça se trouve où ? Sur Netflix. C'est donc, un bon doc sur Netflix, c'est étonnant. C'est pour ça que j'en parle. Mais, Arrête, en vrai, je pense que en termes de production originale, je pense que les documentaires sont vraiment les plus intéressants. Je trouve que, alors dans l'ensemble, en règle générale, mais après il y a des cas à chaque fois, je trouve que c'est très racoleur et il y a un montage qui est pas très efficace, qui justement, ils font des docs comme des séries. C'est ça en fait. Mais justement, c'est que non, avec le mauvais côté parfois, et du coup ils étirent, ils sont assez flous sur d'autres endroits, ils font des fausses annonces, ils t'induisent en erreur pour t'attirer pour des trucs qui sont pas. Le meilleur exemple, c'est Tiger King par exemple. Alors j'aime beaucoup Tiger King parce que l'histoire est déjà très forte, les personnages sont très forts, et j'attends la fiction avec Nicolas Cage. On attend tous la fiction avec Nicolas Cage. Mais le mec, si tu veux, il est parti filmer, il savait pas, du coup il a dû remonter ça en série. Ils te font des cliffhangers, ils te font des attentes. Le mec est en prison, ils te font croire que pendant toute la série, ils te font croire qu'il est en prison pour meurtre ou tentative de meurtre, alors qu'en fait pas du tout, c'est complètement pour autre chose. Et je trouve que Netflix c'est du doc sans éthique, ils sont plus séries que documentaires, et c'est un truc qui est assez dérangeant, et dans la manière de faire, des fois c'est très bordélique. Tiger King, c'est quand même à la limite d'un épisode, alors t'as à boire et à manger. Et dans les autres docs, il y avait je pensais à Don't Fuck With Cats. Alors voilà, mais justement, Don't Fuck With Cats, c'est les mêmes producteurs que le Fear City, la mafia, celui dont je viens de parler. Donc celui-là, c'est un exemple. Mais par exemple, à côté, dans les autres trucs que j'ai vus récemment, il y avait La Disparue du Cecil Hotel, par exemple. C'est ni fait ni à faire. Tu sais pas qui est qui, il parle de truc, il part d'un truc, il part sur autre chose. Tu as vu 3 trucs dans le même épisode. Le truc sur Strauss-Kahn aussi. C'est une histoire incroyable, l'affaire Strauss-Kahn. Mais pareil, ça part à droite, ça part à gauche, ça pas de fil conducteur, et c'est monté en série pour faire une série d'épisodes. Alors que sur d'autres chaînes, des docs auraient été peut-être plus carrés, et sur ce genre d'affaires, ça aurait été une plus-value. C'était ce documentaire qui était cool sur le... J'ai un trou de mémoire sur son nom, mais c'est le proxénète qui était copain avec Clinton, avec Trump. Oui, Epstein. Ouais. Epstein, tu vois. Toi aussi, en gros, je trouvais aussi le documentaire super intéressant. T'avais ce côté quand même très documenté, puis et il y avait aussi, encore une fois, un aspect très fictionnel, enfin très pas fictionnel, mais très établi dans sa narration. Vous êtes sur Certaines Éléments Chauds, notre spécial documentaire Netflix. C'est vrai qu'on parle là. Encore 2 heures d'antenne, ne quittez pas. Et t'as vu ce... Ah mais moi, c'est bon, je peux rentrer après. On doit retoucher Thierry, c'est pas encore. Mais... C'est bon. Merci en tout cas. Bon, là, on a un peu débordé sur celle-là pour le coup, voilà. Mais bon, c'est la dernière, c'est la fin de l'épisode. Maintenant, il n'y a plus que les relances et les annonces pour les épisodes et pour la fin. Il y a une autre recours qu'on peut faire, c'est bon, alors il y a des sauvages qui font des annonces pour des podcasts qui n'existent pas encore, mais il y a un podcast qui devrait pas tarder à exister, j'ai cru comprendre, il y a pardon. Il
Mathieu, s'il te plaît. On parlait de documentaire, il y a un podcast scientifique à ça que tu vas lancer bientôt. Oui, voilà, je lance un podcast de vulgarisation scientifique qui est principalement axé sur l'astronomie et l'astrophysique, qui s'appelle Des étoiles dans les yeux. Donc, c'est des épisodes assez courts, de moins de 10 minutes, qui reviennent sur des aspects de l'astronomie, de l'univers, qui va un petit peu voyager dans les étoiles, et pour pouvoir faire découvrir à tout le monde un petit peu ce qui nous entoure. Et évidemment, il y a aussi... il y a également un site qui l'accompagne et en fait, à chaque épisode qui sort, il y a également un article relié à l'épisode pour un peu plus de détails, vu que les épisodes sont assez courts. Si vous voulez un petit peu plus de détails, toujours dans la vulgarisation, promis, il n'y a pas d'équation, promis, il n'y aura pas de mathématiques à faire. Alors, c'est que du fun. Pur, hein. Tu dis le soleil, après tu dis des gros mots. Hein, je veux dire ça. Professeur, il y a ça. C'est gagné. Je t'offrirai le sample pour l'émission, c'est un cadeau de Claire. Je le prends avec plaisir. Tu pourras le remixer, tu feras ce que tu veux avec. Et ça a commencé déjà ou ça commence quand? Ça a déjà commencé. L'épisode est déjà en ligne? Où ça L'épisode est en ligne. Bon, ben le lien dans la description. Tout à fait. En ligne. Mais démerdez-vous. Il est où? Il est sur Internet, j'ai dit. Vous avez qu'à taper dans Google. Non, alors, tapez dans Google, vous le trouverez pas. Oui, hein, vous le trouverez. Non, il est pas. Non, du coup, tu peux être précis sur ton c'est tout frais, hébergeur, c'est tout frais. Bon, Non, le lien c'est le même que l'équipe, hein, donc sur Ocha pour l'instant. Et très très bientôt dans votre application de podcast. Tout à fait. Bon, le lien en description, tout ça. Voilà. Ça se développe. Ok. Je suis en train de bosser dessus, donc voilà. Mais fallait nous demander pour le lancement. Bon, bref, tant pis. Alors bientôt, ce sera le Claque Plus. Donc tu vois, ce sera une plateforme de podcast où quand tu non, mais je vous invite. Si tu te mets à Claque, t'as tous les dérivés, tu vas offerts, comme Disney. Bah tiens, je vais lancer mon podcast aussi. Ce sera sur les making of et les dessous de Claque. On voit. alors, il vous dit ça comme ça, mais en fait, non, ça va être vraiment les dessous. Genre, Marwan va vous expliquer qu'à chaque semaine, il essaye de regarder qu'est-ce qu'on porte sous nos vêtements pour nous faire une description complète. C'est ça. Et je commente un peu comme dans les émissions, les matchs de pétanque et tout, genre les voix comme ça. Alors, non, c'est pas les pétanques, c'est Marwan et Licky Larson. Je sais pas, moi. Donc, non, genre les voix en mode. Et donc, nous voyons, donc, c'est une culotte bleue avec des stries violets. On sent que le joueur français, c'est bien épilé. Ouais, j'ai épilé. Genre une voix très calme, tu vois, mais qui commente toutes les actions. Ah, il est mal serré, il se le remet en place. Ah là là. Tu vois là, je pense que là, vu sa façon de nous le vendre, des gens ont à la minute où ils écoutent ça, ont déjà tapé Marwan sur Google. Les dessous de Marwan, tu vois. Les dessous de Marwan. Magnifique, on a le titre, c'est bon. Mais l'art de pitcher, hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? En parlant de dessous, juste un petit truc. Quand on a dit qu'on allait regarder Palm Beach, moi dans ma tête, ça a fait les dessous de Palm Beach. Spring. Du coup, de Palm Beach. Ah mais oui. Mais du coup, elle a pas regardé le même film en fait. Coupe Thomas, c'est bon. Du coup, on est obligé de réenregistrer parce que t'as pas vu le même film. J'ai pas compris pourquoi elle nous parlait d'un feuilleton TF1 pendant tout le J'ai encore confondu en fait, elle a regardé les dessous de Palm Beach et après elle a regardé la cérémonie des Césars. Elle comprenait pas ce qu'elle disait. Mais il y a pas que le Chabrol, qu'est-ce qu'ils disent? Ah là 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 là. Bon. Après avoir bien coupé tout ça. Non. Ou peut-être laisser après. Ça finirait dans la boîte à samples. Donc merci Yassa pour cette émission. On va mettre le petit lien juste en dessous. Merci chers amis. Donc merci Yassa, bien sûr. Merci Thomas. Merci Marwan. Merci. Merci Éléonore. Merci à toi. Merci Thierry. Il se réveille. Merci. Et merci chers auditeurs de nous avoir écoutés jusqu'au bout. Vous pouvez retrouver cette émission ainsi que les précédentes et les suivantes bien sûr sur votre application de podcast préférée. Abonnez-vous bien sûr pour l'écouter dès sa sortie. Nouvelle option également, où vous pouvez également réécouter la partie que vous souhaitez du podcast grâce au chapitrage des épisodes. Et on précise bien donc réécouter la partie, hein, pas skipper sur la suivante. Vous pouvez même la réécouter 5 fois si vous voulez. Voilà, donc vous avez le chapitrage en bas de la description, voilà, ou en bas de la barre de défilement si vous êtes sur YouTube. Mais si vous êtes sur YouTube, vous l'avez peut-être déjà vu.
Il n'y a pas grand monde qui nous a vu sur YouTube. Hein. Non, il y a 20 personnes qui regardent sur YouTube. Non. Et des commentaires qui viennent de pays de l'Est aussi. Je sais pas ce que ça dit, mais à mon avis, ça me propose peut-être des filles très chaudes de leur région. Hein. Ah bah, pourquoi tu me les as pas envoyés? Bah, si t'habites dans la toundra, ça peut t'intéresser. Retrouvez-nous également sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, @clahackpodcast. Clahack. C'est plus clahack, c'est clahack. T'as tourné arabe ou quoi? Qu'est-ce qui... C'est son kebab. Ou alors c'est une rechute, Thomas. Tu nous l'avais pas dit. Putain, on a réussi à faire aucune allusion sur le docteur chinois. Non, dans le XXe siècle, il faut qu'on dérape sur le claque de la fin, sérieux. Bon. Je connaissais pas Clahack. Mais c'est pour marquer qu'il y a 2 A en fait, et qu'il n'y a pas un seul. Certains l'aiment Ahamacho. Mais tu sais que tu viens de dire maison en kabyle là. Oh mon dieu, c'est génial. Sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook, Instagram, Clahack Podcast, CLAAC Podcast, avec 2 A en fait, donc Clahack, si vous préférez. Normalement, il faudrait mettre un H, mais bon, voilà, après c'est l'addiction. Ça vous plaît, ça. Ya, schlaf. C'est la fatigue et la digestion. La semaine prochaine, encore de superbes films, encore un très très beau choix. Le choix canois même, si tout va bien. À la semaine prochaine, bisous, bisous, bisous. Bisous. J'ai cru qu'on n'y arriverait jamais. Le soupir de soulagement de Thomas. Quoi, c'est dans la boucle temporelle. On va faire ce gag jusqu'à quand, par contre? La fin de On va l'épisode. vite en atteindre la limite. Mais toi aussi, t'étais bloqué dans une boucle temporelle la semaine dernière. Oh. Non, je ne le sortirai pas, c'est moche. Aussi. Il débite. C'est nul. Ça fera un bonus. Allez, je le mettrai en bonus. C'est nul. Avec... Moi aussi, j'ai bloqué. La boucle temporelle sur un râle, ce serait horrible. Ouais, nous, en plus, en fait, on a une émission avec plusieurs boucles temporelles, mais de 10 secondes à chaque fois. C'est très curieux. C'est plus des bugs temporels. Du coup, on finit jamais l'émission. C'est ça. Il y a ça, elle a des captures d'écran dans December qui se masturbe maintenant. Tu vois. Non. Branlette. Grosse branlette. C'était d'à propos. C'était d'à propos. J'en profite. Tu rajoutes le débit après. Qu'est-ce qui t'a plu? Pourquoi t'aimes cet acteur? Débite. Qu'est-ce que tu veux pour Noël? Débite. Qu'est-ce que t'as mangé à midi? Débite. Qu'est-ce que tu regardes en premier dans un ordinateur? Débite. Évidemment, c'est logique. Et sur les gens. Ton groupe préféré, c'est quoi? Débite. Hulse, bravo. Elle est vraiment bien celle-là. C'est interminable. Débite et il débite et il débite et il débite. Ça n'en finit pas. Je pourrais le sampler en boucle. La version 10 heures sur YouTube. Ça serait infernal. À moins qu'on soit bloqué dans une boucle temporelle, peut-être que si vous avez mis la lecture continue du chapitre, peut-être que vous aurez cet à chaque fois épisode que à tu vous. dis bloqué, Bonjour et bienvenue dans Certains l'aiment à chaud. Aujourd'hui, 3 films exceptionnels. Pardon, excusez-moi. T'es encore dans la boucle, Thomas? Excusez-moi. Sors. Débite. On a inversé les boucles en fait maintenant, du coup c'est chacun, tu sais, se retrouve dans celle de l'autre. On se demandait qui était le prochain à avoir un sample graveleux. Non, tu peux pas utiliser le même, tu vois, il viendra. Pas maintenant, mais il viendra. C'est ce qu'elles disent toutes.
deuxième sample en moins de 2 minutes. Waouh, je suis gâté.